Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission politique 2018 et après. Bonsoir Claudine. Bonsoir Falaï. Alors ce soir, une émission spéciale avec le résultat d'un nouveau sondage sur le référendum. Oui, effectivement, avec un rapport oui ou non à l'indépendance qui a légèrement évolué. Chantal Hilléré, qui est directrice de notre partenaire, l'Institut de sondage ISCOP, viendra décrypter avec nous les résultats et nous expliquer les conditions dans lesquelles ont été faite cette enquête. Je ferai bien sûr réagir nos deux invités à ce sondage. Rocco Amitan, signataire de l'accord de Nouméa, président du groupe FLNKS UC au Congrès, et Philippe Dunoyer, député de la première circonscription et porte-parole de Calédonie Ensemble. On essaiera de savoir si le référendum du 4 novembre sera le premier d'une série de 3, comme le prévoit l'accord de Nouméa, ou si on peut espérer une solution négociée avant. Équilibres électoraux et avenir institutionnel, on va avoir 1 heure pour en parler ensemble et en direct. Oui, voilà, et des personnes de la société civile sont également présents sur ce plateau. Ils écouteront puis interviendront en seconde partie sur les valeurs communes et la réalité du terrain. Nous avons choisi 3 inégalités sociales, conditions féminines et fonciers. Donc voilà, nous recevrons donc Raphaël Gorendiaoué, habitant du squat de Tinagolf. Il y vit depuis 12 ans et sans électricité. Il interpellera les élus sur les inégalités sociales. Françoise Caillard, militante féministe et membre du collectif Femmes en colère, elle nous parlera des conditions de la femme en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, les violences conjugales atteignent des sommets. Et puis Guy Monvoisin, éleveur à Pointe-Boute et président du syndicat des éleveurs. Il interviendra sur les propriétés privées et les revendications foncières. Je rappelle également que nous sommes en direct sur Calédonia et sur Facebook, donc vous pouvez toujours réagir et commenter sur notre page Facebook. Voilà, je vous laisse tout de suite avec Claudine Véry et nous, on se retrouve dans 1 heure à peu près. Bonsoir Rocco Amitan. Bonsoir. Bonsoir Philippe Dunoyer, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de révéler les résultats du sondage que tout le monde attend, on est un petit peu obligé de tenir compte de l'actualité incontournable du moment qui est l'arrivée du président de la République demain. Il arrive à un moment clé de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous attendez de cette visite que l'on dit très mémorielle et pleine de symboles, Rocco Amitan. Eh bien, tout d'abord que le président de la République n'arrive pas en Nouvelle-Calédonie pour attiser des tensions, voilà, et des conflits. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps qu'il a annoncé son arrivée ici, Ouvéa, donc Ouvéa est réveillé donc, dans ces vieux démons qui remontent déjà à 30 ans. Au niveau de son programme aussi, il y a eu pas mal d'interrogations. Vous pensez qu'il est trop tôt qu'il aille ouvert maintenant ou que ça a été mal préparé? Comment ça se fait que ça se passe non, comme ça? je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais ça a peut-être été mal préparé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous avait déjà annoncé son arrivée, pas pour ouvert, mais pour la Nouvelle-Calédonie au mois de novembre l'année dernière. Et lorsque il nous avait reçus à l'Élysée en fin octobre. Voilà, il nous avait annoncé donc sa visite en Nouvelle-Calédonie au mois de mai. Mais il n'avait pas précisé quoi à ce moment-là les dates. Les dates, on a commencé à avoir des rumeurs de dates, et notamment autour du 5 mai, à Ouvéa, lorsque nous étions à Paris. Donc, le 27, c'est le 5 mai qui ne vous paraît pas mars. judicieux? C'est trop sensible encore? C'est quand même assez sensible, là, le 5 mai, parce que le 5 mai, c'est vrai que ça a toujours été réservé pour la commémoration. C'était un moment de recueillement. Moi-même, plusieurs années de suite, je m'étais rendu à Ouvéa. Donc c'est vrai que c'est un moment fort où les familles se recueillent, se réunissent. Il y a des responsables politiques, bien sûr, qui passent. Comme a dit le jeune Omboué tout à l'heure dans le reportage, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai vu les représentants de l'État. Voilà, quand j'y étais, mais je n'ai pas été donc, pendant toutes les années qui viennent de s'écouler. Mais je crois que c'est un moment fort. Et un moment qui est plutôt réservé pour le deuil, pour le recueillement. Voilà. Philippe Dunoyer, vous craignez des débordements à Ouvéa? Vous regrettez qu'il y aille? Non. Je pense que la symbolique est forte et
on peut comprendre que le chef de l'État ait choisi le 5 mai, qui est une date doublement symbolique. D'abord parce qu'elle commémore le drame qu'on a tous en tête à Ouvéa, mais également la signature de l'accord de Nouméa. Donc c'était une date par nature qui devait intéresser le président de la République. J'ai entendu aussi à la fois des craintes des oppositions, mais également, et vous l'avez cité tout à l'heure, des représentants qui ne voient aucune opposition à ce qu'ils viennent. Oui, c'est au très contraire partagé. d'ailleurs, puisque voilà, c'est partagé. C'est les Gossana qui ne sont pas mais d'accord. je peux que C'est un comprendre. cantonné à Gossana quand même. Bien sûr, voilà, et c'est pour ça justement qu'il faut à la fois respecter le deuil et la douleur certainement des familles qui sont toujours marquées au fer rouge. On peut que le comprendre, mais je crois qu'il faut voir cette visite comme un plus, c'est-à-dire une capacité comme le haut-commissaire le fait régulièrement, comme les responsables politiques le font depuis plusieurs années, d'aller rendre hommage des deux côtés à un événement qui nous a marqués pour essayer, et ce travail a été fait là-bas, de dépasser ce qui nous a opposés jusqu'au drame et d'aller au-delà. Donc il y a cette attente qui est mémorielle. Et de notre côté, je l'ai indiqué, donc je veux le dire aussi ce soir, l'attente c'est qu'ils puissent également exprimer et rendre hommage aux pionniers qui ont fait, voilà ce que j'ai dit récemment, mais que je vais développer rapidement si vous le permettez, aux pionniers, c'est-à-dire toutes les communautés à côté, et bien entendu de la communauté kanak, le peuple d'origine, le peuple autochtone évidemment, que l'accord de Nouméa reconnaît, mais reconnaît, je dirais, un peu simplement. Et depuis 165 ans, ces communautés européennes, donc les colons libres, les colons pénaux, la communauté asiatique qui est venue, ensuite dans les années fin du 19e, début du 20e siècle, la communauté océanienne, je dirais, wallisienne, futunienne, tahitienne, qui a participé aux grands travaux dans les années 50 et 60, les Européens, la communauté européenne, comme on dit, qui est venue dans les années 60 et 70 avec le boom du nickel, toutes ces communautés qui ont fait souche, qui ont construit, qui ont contribué, dit l'accord de Nouméa, par cette construction, à acquérir un droit d'y vivre et de continuer de participer à son développement, il faut que le chef de l'État, ce sera la première fois, puisse leur rendre hommage, sans oublier les autres, mais il faut leur rendre hommage. Vous craignez un deux poids deux mesures dans les mémoires? Non, c'est pas ça. Trop de... Non, mais c'est-à-dire que c'est symboliquement, puisque c'est le sceau de ce déplacement, personne avant lui, aucun Premier ministre, aucun chef de l'État n'est venu dire aussi tout l'intérêt, tout le poids que ces communautés ont eu dans la construction du pays aujourd'hui. Et c'est important de faire un bilan de ces 165 ans, je le dis trop rapidement, parce qu'on est censé maintenant se positionner vers l'avenir. Donc il ne faut oublier personne. Rendre hommage aux pionniers, c'est réparer un oubli. Et je crois que s'il le fait, on aura à la fois la capacité d'assumer notre passé et de nous projeter dans l'avenir. D'accord. Il y a un autre moment fort de cette visite qui va être au Centre culturel Djibaou lorsqu'il doit restituer l'acte de prise de possession du 24 septembre 1853 de Napoléon III. Et vous avez dit, Roch Ouamitan, que cet acte de prise de possession, le fait qu'il soit remis, ça équivalait à l'indépendance. C'est peut-être un peu prendre vos rêves pour des réalités, non ? Absolument pas. Dans tous les pays qui ont été à un moment donné colonisés dans leur histoire, la puissance de tutelle restitue l'acte de prise de possession au moment de l'accession du pays à l'indépendance. Oui. Puisque la restitution de l'acte de prise de possession efface, si vous voulez, le fondement juridique de la présence de la puissance de tutelle sur place. Restituer l'acte de prise de possession de 1853 équivaut, pour moi, dans cette logique-là, à la fin de la colonisation française. Mais il y a d'autres fondements juridiques de la présence de la France en Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa est constitutionnalisé. Il y a eu un référendum en 1958. Voilà, c'est ça. Les Calédoniens ont voté pour la Constitution. C'est un vieux débat. Ça. Voilà, donc c'est aussi symbolique. Débat, mais je voulais dire tout simplement que, alors, si ce papier ne sert à rien, pourquoi il va restituer? Alors vous voyez une dimension plus juridique que symbolique. En fait, c'est un vieux débat de savoir si cet acte de prise de possession de 1853 et puis les autres actes qui ont été signés aussi. Parce que n'oubliez pas que pour la presqu'île de Nouméa, ce sont les Européens qui ont signé cet acte-là le 16 août 1854, ici. Voilà, exactement, il y en a eu d'autres après. Voilà. Donc tous ces actes-là, s'il n'y avait pas eu ces actes-là, ça aurait été peut-être les Espagnols, les Hollandais ou les... voilà. Donc c'est sur ces actes qui justifient tout ce qui a été fait, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, 2 mai 2018. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un débat pour dire que, oui, c'est vrai, maintenant, le fondement, c'est la Constitution française, ceci, voilà. Cela. OK, je veux bien le comprendre. Mais alors, si on dit d'un autre côté que c'est uniquement que la Constitution, l'accord de Nouméa, etc., qui fondent juridiquement la présence française en Nouvelle-Calédonie, alors pourquoi rendre ce papier?
voilà, ce papier, il était quand même bien là-bas aux archives Aix-en-Provence. Voilà, mais moi, je m'interroge, tout simplement. Parce que c'est pas rien. Donc, c'est pas rien de non, bien sûr, Emmanuel Macron vous apportera parce peut-être des que réponses. comment le sens politique, parce que c'est un symbole. Oui. On est dans l'ordre du symbole là, mais dans l'ordre du symbole, il y a ensuite l'essence politique que chacun va donner à ce geste. Alors justement, Philippe Dunoyer, quel sens? Un sens juridique, symbolique, politique? Symbolique et politique. Il ne peut pas être juridique, parce que vous l'avez décrit, c'est pas la peine d'y revenir. C'est pas ce document, c'est pas un titre de propriété que le président de la République va remettre au nouveau propriétaire de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas comme ça que ça va se passer. Sinon, quand ça se passe au moment où un nouvel État surgit. Et à ce moment-là, l'ancien propriétaire, État, remet l'acte de propriété au nouvel État. On n'en est pas là du tout. On en est dans un acte qui, symboliquement, venant du troisième partenaire de l'accord de Nouméa, je le rappelle, l'État, signifie, selon moi, mais le président de la République l'expliquera, que ce sont bien aux Calédoniens, le 4 novembre 2018, et exclusivement aux Calédoniens, qu'il revient le choix, grâce au droit à l'autodétermination que nous avons acquis au fur et à mesure de ces 30 années, il revient aux Calédoniens de décider de leur avenir. Donc symboliquement, l'État confirme, on le savait déjà, ce n'est pas une nouveauté, mais il confirme avec la remise d'un document qui a une très forte valeur patrimoniale et historique, le fait politique, que ce sont bien aux Calédoniens le 4 novembre, mais seulement à eux, pas à Emmanuel Macron, pas à Édouard Philippe, pas à aucun autre Français résidant en métropole ou outre-mer, qu'il revient de choisir leur avenir, quel que soit ce choix-là. Et bien ce droit à l'autodétermination, comme on est les seuls à le détenir au sein de la République, le chef de l'État peut, parce que c'est quand même extraordinaire au sens premier du terme, il peut accompagner symboliquement cette expression qui aura lieu dans quelques mois en disant, écoutez, j'en profite pour remettre au gouvernement collégial, donc il n'y a pas de changement dans les institutions, il n'y a rien du tout, cet acte, et symboliquement vous dire, effectivement, c'est bien vous qui avez les clés de votre avenir entre vos mains. C'est un peu pour dénouer quand même le lien unilatéral finalement de la France sur la Nouvelle-Calédonie, il y a de ça aussi. Comme certains avaient oublié ce document de l'acte de prise de possession, nous ne l'avons pas oublié, évidemment, puisque nous nous référons à chaque fois au niveau non seulement symbolique, mais au niveau politique. On parle toujours, nous parlons, nous, dans notre logique, on fait partir de la colonisation depuis ce papier-là, ce document-là, 24 septembre 1853. C'est bien ce document-là. Donc, si certains disent que c'est un papier qui ne vaut plus rien, nous disons non. Il est toujours, il est toujours là, sa présence est toujours justifiée. Donc, c'est à partir de cette date-là que commencent nos ennuis quand même, ici, dans ce pays-là. Voilà. Donc, quand même, la culture kanak, il ne faut quand même pas oublier, elle a été, par la colonisation, a explosé. Ça, il faut quand même pas se mentir. Voilà. Donc, c'est à partir de ce document-là, c'est cela qui a justifié ensuite toutes les actions qui ont été menées. Des actions, je suis convaincu aussi que il y a eu quand même de bonnes actions qui ont été menées au cours de cette période. Voilà, mais en ce qui nous concerne, nous, on a eu plus de dégâts sur la société kanak que des avantages. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est une chose. Maintenant, c'est pour ça qu'on s'interroge. Moi, je m'interroge franchement. J'ai jamais pensé à cela. J'ai jamais pensé à ce qu'un jour, on pourrait nous restituer ce document avant. À 6 mois du référendum et avant l'accession du pays à l'indépendance. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois, que c'était, pour nous, ça équivalait à l'accession à l'indépendance. Or, ça ne sera pas le cas. Maintenant, le sens politique qui est donné à cette restitution va être interprété de façon contradictoire. Vous voyez, par exemple, je lisais par exemple dans le journal aujourd'hui la réaction de tous Calédoniens là, de Vittori. Qu'est-ce qu'il dit Vittori? Il dit, ben voilà, maintenant on est tranquille parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décolonisation peut se faire dans la France, la décolonisation peut se faire sans que le pays soit indépendant. Or, c'est exactement le contraire de ce que nous pensons. Oui, il va y avoir des lectures forcément très différentes. Ça veut dire des lectures différentes. Donc, nous, si vous voulez, on va essayer d'avoir, après son discours... On verra déjà ce qu'en dit Emmanuel Macron. C'est ce qu'il va nous dire. Voilà. On va essayer de décrypter ce qu'il va nous dire. Bon, on sait qu'on est complètement dans l'ordre symbolique. Oui. Mais maintenant, on va entendre, on va écouter ce qu'il va nous dire pour pouvoir réagir, essayer de réagir positivement. Mais je voulais rajouter une dernière chose. Vos temps de parole sont chronométrés, donc il faut je crois que vous êtes en train de distancer Philippe Dunoyer. Non, mais il va rattraper, il est bavard aussi. Si j'ai le temps. Il ne faut
il ne faudrait pas qu'en restituant l'acte de prise de possession, eh bien, la France se dédouane de sa responsabilité historique d'emmener ce pays à son émancipation politique et à son indépendance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, très bien. Alors, un dernier mot rapidement, Je vais essayer quand même de donner 2-3 éléments, mais rapidement. Mais il faut les donner d'abord parce que rien ne change par rapport à tout ce que les Calédoniens savent. Et il faut le leur dire. On connaît la date, c'est toujours la même date. On connaît la question, c'est toujours la même question. On connaît le corps électoral. Ça ne change rien. Rien ne change. Hein, donc, il faut aussi, je ne dirais pas dédramatiser, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de charge qui accompagne, et c'est normal, cette probable restitution de l'acte de prise de possession par le chef de l'État. Le chef de l'État accomplit un voyage placé évidemment du 3 au 5 mai sous le signe mémoriel, vous l'avez dit. Il veut, à mon avis, marquer chacun de ces passages d'un acte symbolique. Rien ne change ni au plan juridique, ni institutionnel, ni politique. Mais par contre, comme tout le monde le défend d'ailleurs, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, le simple fait pour les Calédoniens d'exercer ce droit, et on va y revenir en examinant les résultats du sondage, à l'autodétermination, au choix de son avenir le 4 novembre, est un acte qui doit être, il l'est déjà, mais qui est accompagné symboliquement, je le crois en tout cas, c'est ce qu'il nous dira. Pas plus, pas moins. Ni ça règle le problème de l'accession à l'indépendance, ni ça ne règle le problème du statut d'ailleurs, on en reparlera, puisque le 4 novembre, si les résultats sont non à l'indépendance, on n'aura donc pas choisi quelque chose, on aura rejeté quelque chose, mais pas choisi pour le coup l'avenir. Donc voilà, je ne vais pas empiéter, on va y arriver, mais bon, voilà, mais on verra ce que le président nous dira. D'en reparler. Ok. On va passer tout de suite donc à la diffusion des résultats de ce sondage et je vais appeler sur ce plateau Chantal Hilleret qui est directrice d'ISCOP, notre partenaire qui a réalisé ce sondage. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors, on va regarder les résultats grâce à une série de graphiques. On va commencer peut-être par rappeler les résultats de l'enquête que vous aviez faite l'année dernière, au mois de mai, c'est ça ? Non, au mois d'avril également. Au mois d'avril également. Donc exactement avec la même méthodologie et à la même période. Donc les résultats en 2017 annonçaient donc 54% contre l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, 21% indécis et 24% pour. Alors cette année, vous avez reposé des questions. Alors c'était différent si on veut cette différence cette année puisque la question maintenant est fixée. Voilà. On sait que ce sera donc voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance, à la pleine souveraineté et devienne indépendante. Voilà. Donc oui, donc cette année on a renouvelé l'étude donc pour avoir une indication quantitative de l'opinion au mois d'avril. Donc c'est une étude statistique anonyme. Qui a été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population. Donc là, on a interrogé une base de 1000 personnes, dont 984 exactement avaient 18 ans et plus. Et donc, c'est sur cette base-là des 18 ans et plus. C'est sur l'échantillon peut-être à l'écran ? Si on peut avoir le... Voilà. Sur cette base des 18 ans et plus, on a 682 personnes exactement qui se sont déclarées inscrites sur la liste électorale spéciale. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez interrogé que des gens qui pourront bel et bien voter le 4 novembre. Qui ont déclaré être inscrites. Voilà. Alors, on va voir tout de suite les résultats. Alors, les résultats vont s'afficher progressivement. Donc 59,7% pour le non à l'indépendance, 22,5% non à l'accession, non à l'indépendance, puis 22,5% pour le maintien dans la France et 17,8% ne sait pas. Donc oui, je crois que je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux. 59,7% contre l'indépendance, 22,5% pour l'indépendance et 17,8% de gens qui ne savent pas encore. Alors on va juste comparer par rapport aux chiffres de l'année dernière parce qu'effectivement, il y a quand même un petit changement. On voit effectivement que le oui à l'indépendance recule un peu. De 24,4%, il passe à 22,5%. Le refus de l'indépendance passe de 59,7%
49,7 à 54,2. 54,2 à 59, donc une progression. Et puis sur les gens qui ne savent pas, qui sont indécis, on est entre 17,8 cette année et 21,4 l'année dernière. Donc on a quand même une principal enseignement, effectivement, c'est la progression du non à l'indépendance qui est à peu près de 5 points. Alors une réaction peut-être, Rocco Hamilton, à ces premiers chiffres. Ça ressemble à peu près à le non. C'est en général les partis non indépendantistes qui réalisent ce score dans les élections provinciales et hautes ici. 60% et en gros les 40% ce sont les indépendantistes. Donc on retrouve à peu près pas tout à fait, parce qu'on a 60 mais 22,5. Il n'y a pas 40% de gens qui disent pour l'indépendance. Non, mais là nous sommes à 6 mois des élections. Oui, puis je rappelle, ce n'est pas des résultats, c'est un sondage, c'est une photographie à un moment donné. On ne sait pas qui sont les 682 personnes là. Mais nous avons fait aussi des simulations, avec des experts de notre côté. Évidemment, on ne retrouve pas ce terme, on ne retrouve pas ce chiffre-là. Vous, je trouverais quoi alors? Ah, mais non, je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire, mais on ne retrouve pas. Donc, ça veut dire que ce sont des, nous avons fait à la base, sur une base ethnique. C'est-à-dire avec un corps électoral, comment évolue le corps électoral kanak. Voilà. Et à partir des résultats des élections précédentes, on a fait un certain nombre de projections. Est-ce que vous considérez qu'il y a un vote kanak? C'est-à-dire que tous les kanaks votent pour l'indépendance? Non, c'est-à-dire sur le corps électoral kanak. Parce que je ne sais pas, sur les 682 personnes-là, il y a combien de kanaks dedans? Oui. Chantal? Il y en a à peu près 200 et quelques, la proportion observée dans la population actuelle. Oui, mais c'est parce que le corps électoral kanak, il n'est pas à ce niveau-là. Le corps électoral kanak, si on arrive à des chiffres... véridique, parce qu'on n'a pas encore le... Oui, on a un échantillon, on va dire, qui est représentatif de la population. Non, en fait, nous avons un chiffre différent, parce qu'on arrive quand même avec le corps électoral kanak actuel. Donc, une fois que les listes seront fixées, établies, donc au mois d'août, on a fait une projection à ce niveau-là, on arrive quand même autour de 45% de kanak dans ce corps électoral-là. Donc évidemment, ça ne peut pas donner ce résultat-là. Voilà, puisque vous basez sur les 200... En fait, on est à 40 et quelques pourcents sur la base interrogée, pour être représentatif de la population. Oui. C'est là où vous vous trompez, madame, parce qu'en fait, ce n'est pas sur la base de la population, c'est la base du corps électoral kanak. Tout à fait. Voilà. Mais parce qu'on nous est quand même à données. 77 000 et quelques à l'heure actuelle de statut coutumier. Si on se base sur le corps électoral du référendum, donc il y a 169 000 électeurs à peu près, donc on a 77 000 kanaks de statut coutumier, c'est 45%. 45%. Voilà. Et si on intègre là, dans ce chiffre-là, les kanaks de droit commun, parce qu'on en a pas mal quand même, les statuts de droit commun, qu'on évalue à peu près à 5%. Donc on arrive, il faut intégrer 3 850 personnes en plus. Oui. Donc ça veut dire qu'on arrive à 47%. Que ça sous-estime voilà, le vote indépendantiste. la représentation kanak. Voilà. D'accord. Et donc, puisqu'on dit en général que les kanaks votent indépendantistes. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait certain maintenant, parce que, bon, on sait que nos amis là travaillent beaucoup, les kanaks qui votent. C'est tout à fait normal, hein. Voilà. Donc, voilà. Il faut travailler les Européens, vous n'avez plus qu'à travailler les Européens. Merci. Nous faisons pareil aussi. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'aiguiser nos armes nos arguments pour aller vers les chacun des vos Jean voilà, ça veut dire qu'il faut que nous aussi on sorte pour sortir de ce dualisme-là qui n'en finit plus là. Alors, Philippe Desnoyers, votre réaction quelques réactions aux chiffres. Alors, qu'on a vu qu'on peut déjà faire une comparaison, c'est ce que vous avez fait. On voit donc qu'il y a une évolution entre l'année dernière qui était déjà également sur un panel plus faible, je crois, des personnes interrogées. Là, on a un peu plus de gens qui sont interrogés. On est un an après. Depuis un an, contrairement à l'année dernière, on connaît la date du référendum, on connaît la question du référendum. On a un travail très fort établi sur les listes électorales, donc avec des certitudes, des garanties apportées. On a maintenant une évolution donc, du résultat à partir de ce sondage qui est ce que vous avez décrit. Moi, ça ne me surprend pas, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque d'abord l'examen des résultats, même si on n'a pas eu de référendum, bien sûr, ces dernières années, montre que le poids des camps
politique indépendantiste et non indépendantiste correspond à du 60-40. Je remarque que là, on n'est pas sur du 60-40, je remarque qu'on est sur du 60-22, avec une part, et c'est un autre commentaire que je voudrais faire, de personnes qui ne se déterminent pas, en tout cas ne se prononcent pas. C'est important parce que ça réduit très faiblement, ça diminue, ça passe de 22 à 17, alors que ça fait 1 an qu'on parle tous, hein, les uns et les autres, chacun avec notre option de cette échéance. Il reste encore beaucoup de Calédoniens qui n'affirment pas, en tout cas dans ce sondage-là, n'affirment pas leur choix. Ou qui s'en désintéressent aussi, peut-être. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'en désintéressent, mais je crois que pour certains, il ne faudra pas le négliger, ça n'apparaît pas là, mais il y a une part d'abstention ou de réflexe abstentionniste qui peut intervenir. Je le dis à titre personnel parce que dans le cadre des campagnes qu'on effectue à la fois sur la Grande Terre et dans les îles, pour ce qui me concerne depuis quelques mois, on entend des réflexes qui consistent à dire chez des personnes qui sont indépendantistes qu'elles ne sentent pas la Nouvelle-Calédonie prête à l'indépendance le 4 novembre. Mais pour ne pas voter contre l'indépendance parce qu'elles sont indépendantistes, elles s'orientent vers un vote qui serait une abstention. Je ne sais pas si on va y retrouver, mais à mon avis, ils sont dans les 18% de ne se prononcent pas ou cherchent encore. Il y aura une campagne de la part des uns et des autres, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce sondage confirme une tendance qu'on sait. Alors, il y aura certainement d'autres sondages. Il y en a un autre, je crois, qui est sorti aujourd'hui. M. Womitan fait travailler aussi d'autres instituts de son côté. On verra bien, chacun fera campagne. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Il ne faut pas s'attendre à une surprise fondamentale. Il y aura des pourcentages qui seront différents, mais je voudrais dire une chose. Ce droit particulier qu'on va tous pouvoir exercer, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale pour le référendum. Quand on va pouvoir l'exercer le 4 novembre, il faut vraiment aller l'exercer. Donc moi j'indique, encore une fois, quelle que soit son opinion, et même si on n'a pas d'opinion, il faut aller voter. Parce que quand on ne va pas voter, même blanc ou nul, ce sont les autres qui décident pour soi, et on risque de se faire récupérer. Moi je vois bien certains responsables récupérer les abstentions ou les abstentionnistes à leur profit, en disant que tel mot d'ordre de boycott ou de non-participation aura donc été suivi par des gens qui finalement n'avaient pas choisi de se prononcer. Vous craignez ça? Moi je crains ça, oui. Je crains ça parce qu'on est dans une démarche d'apaisement. Ça fait 30 ans qu'on prépare ce scrutin pour aller frontalement à la confrontation des idées, mais dans l'apaisement. C'est absolument fondamental. Et il ne faut surtout pas que ces électeurs qui hésiteront peut-être le 4 novembre, se disent puisque je ne sais pas, je ne vais pas voter. Non. Je ne sais pas, mais je vais le dire aux responsables politiques. Je ne sais pas choisir, mais il faut aller voter. Et plus la participation sera massive, plus le résultat, évidemment, sera incontestable, moins il risquera d'être récupéré sur des discours un peu extrêmes ou carrément extrémistes qu'on peut craindre pour la société apaisée dans laquelle on vit. D'accord. Chantal, on peut peut-être regarder aussi ces chiffres avec une grille de lecture des résultats par province. Qu'est-ce qu'on peut effectivement dire sur le vote selon les 3 provinces ? Alors, selon les provinces, donc là, on s'est aussi également basé sur les données de l'ISEE pour avoir une représentativité par zone. Donc, on a, en termes déjà de personnes qui se déclarent inscrites, on a une répartition assez équivalente selon les provinces, avec globalement 70% de personnes qui se déclarent inscrites sur la province sud, 74% sur le nord et 70% sur les îles. Et quant aux résultats, sans surprise, on a 70% en province sud qui se déclarent contre l'indépendance. Une répartition assez égale en province nord, 42% pour le oui et 41% contre, avec quand même un décalage entre la province nord-est et nord-ouest, bien sûr, avec 50% favorables au oui à l'indépendance en nord-est, et 54 à l'inverse, nord-ouest contre l'indépendance. Et sur les îles Loyauté, là on est à plutôt du 30% favorable à l'indépendance, 49% contre et 21% d'indécis. Donc on a une proportion d'indécis qui est un petit peu plus élevée sur les îles Loyauté que sur le sud, par exemple. Roch Womitan, le vote des îles Loyauté, vous pensez qu'il sera différent? C'est vrai, on dit qu'il y aura plus de personnes peut-être qui hésiteront à voter pour l'indépendance. Quel regard vous avez sur l'électorat des Loyautés? L'électorat des Loyautés aussi, comme tout l'électorat calédonien et particulièrement l'électorat kanak aussi. Donc au bout de 30 ans, et le dernier référendum c'était il y a 20 ans, s'interroge.
ils s'interrogent tout à fait normalement, puisque là, il ne s'agit pas d'une élection, comment dire, simple, on va dire, comme on le fait d'habitude pour les provinciales ou les élections législatives ou autres. Hein. C'est une élection qui va déterminer l'avenir. Et le proverbe qui dit que comment il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, hein, s'applique bien là. C'est-à-dire qu'en temps, les gens ont une habitude de vie. Hein, ils sont dire oui à l'indépendance, c'est dire oui au changement. Donc forcément, c'est plus risqué. Ça veut dire que dans la tête des gens, c'est plus difficile. Ils ont été travaillés aussi dans ce sens-là quand même. Hein, il y a eu des messages forts venant d'horizons divers pour leur dire que, attention, l'indépendance, on va être envahi par les Chinois, attention, l'indépendance, on va être plus pauvre encore que le Vanuatu. Tout ce venin-là qui a été donc distillé dans les veines des gens ou dans le cerveau des gens depuis, on portait leurs fruits. Alors on voit bien quand même, on portait leurs fruits. Mais moi, je vais dire quoi, tout simplement? Je vais dire que par rapport aux îles Loyauté ou par rapport à cette forte proportion d'abstention, j'ai dit c'est tout à fait normal. Quand on arrive à un moment où on risque d'un changement qui va perturber la population, qui va perturber nos façons de vivre qu'on mène depuis 30 ans, on va dire. Donc ça veut dire que les gens s'interrogent. Et ils vont écouter les sirènes qui viennent de droite et de gauche pour dire que ah oui, mais non, on a peur de l'indépendance maintenant parce que parce que c'est là, parce que c'est là. Est-ce que cette abstention, si c'est pas un peu le reflet, le discrédit de la classe politique dans l'opinion? Non, enfin, je sais que c'est à la mode. Hein. Je sais que c'est à la mode de dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est peut-être pas qu'à la mode. Oui, non, mais on peut légitimement se poser la question. Notamment, les journalistes se posent la question régulièrement. Moi, je crois que les discours ou les déclarations politiques ne datent pas d'il y a quelques mois ou quelques années. Ça fait maintenant, allez, on va dire peut-être pas dès le début, mais une bonne vingtaine d'années que les uns et les autres, indépendantistes et non-indépendantistes, expliquent, défendent une position. Alors on peut regretter que certains arguments soient apportés, mais ce sont des arguments qui sont des arguments réalistes. Et en l'occurrence aujourd'hui, le fait qu'on ait des gens indécis, notamment dans des provinces qui sont même pas majoritairement indépendantistes. Je rappelle que la province des îles Loyauté ne compte que des élus indépendantistes. Oui. C'est même pas majoritairement, c'est à l'unanimité aux élections provinciales, alors probablement par des problématiques de cohésion dans le camp non indépendantiste, mais aujourd'hui on a une province qui est exclusivement pilotée par des indépendantistes. Et dans cette province-là, on a des chiffres, alors il faudra les revoir, mais qui sont très surprenants. Je ne peux pas croire que ça soit juste parce qu'on compare avec le Vanuatu ou parce qu'on dit que la Chine est susceptible de s'intéresser au nickel, ce qui me semble une évidence si jamais c'était plus ici la République française. C'est pas juste ça. Je crois que les Calédoniens, de toutes origines, de tous les milieux, de toute sensibilité politique, attendent des réponses. C'est la responsabilité de la classe politique de l'apporter. On va faire campagne les uns et les autres pour expliquer, et notamment Calédonie Ensemble, pourquoi, indépendamment du choix qui sera fait le 4 novembre, après le 4 novembre, il faut que nous dialoguons, alors avant, pour changer, revoir l'organisation politique, revoir la répartition des compétences par exemple, et apporter des réponses plus concrètes aux problématiques quotidiennes. Parce que les jeunes sur le terrain nous le disent, et les moins jeunes aussi. Qu'est-ce que ça va changer à ma situation, le fait de voter oui ou non? C'est une part de l'explication de l'abstention. Il y a ceux qui sont convaincus que ça n'apportera rien de plus, le fait de voter oui et d'accéder à l'indépendance. Et puis, il y a ceux qui sont convaincus du contraire, mais on voit aujourd'hui que les indécis sont toujours aussi nombreux, alors qu'on est à 5 mois du référendum, que ça fait 20 ans qu'on en discute. Je pense que le chiffre évoluera, mais je ne pense pas qu'il se renversera du tout. Et donc, il faut déjà qu'on se prépare tous ensemble, avec les formations indépendantistes, à discuter avant pour préparer l'après. Alors, on va en parler. Chantal, je vous remercie beaucoup d'être venue sur ce plateau pour nous donner les explications sur cette enquête et on se reverra sans doute dans l'année où on refera sans doute un sondage à l'approche du vote. Merci Chantal. Merci. Au revoir. Alors en Kwamitan, en 1988, après la signature des accords de Matignon, on avait demandé sur le plateau du journal de 20h à Jean-Marie Djibaou, est-ce que la Calédonie sera indépendante en 2000? Et il avait dit oui, mais avec tout le monde. Alors au regard des chiffres là qu'on a vus, on est en 2018. On n'y est quand même pas encore. Qu'est-ce que vous pensez? On a perdu du temps? Vous n'avez pas réussi à convaincre le camp adverse? Oui, il y a ça aussi. Je pense que c'est difficile aussi dans ce pays aussi clivé qu'il est. Hein, c'est clivé là, le Calédonien. Alors vous avez d'un côté les indépendantistes qui sont en général les Kanaks, voilà,
Sauf que peut-être ça va évoluer. Mais là, on est à moins de 6 mois. Oui, à au moins 6 mois de référendum. Et puis, les autres qui, en général, votent non indépendantistes. Donc, c'est compliqué. Nous, lorsque Jean-Marie signe l'accord de Montigny en 1988, il vient donc devant ces instances pour expliquer pourquoi il a voté les accords de Matignon. Eh bien, il dit que c'est un défi qu'on se donne. C'est un défi qu'on se donne et il faut maintenant, à partir de là, on ne perd pas l'objectif de l'indépendance au référendum, puisqu'on visait le référendum de 1998, le référendum d'autodétermination qui n'a pas eu lieu finalement, puisqu'on l'a remplacé par l'accord de Nouméa. Voilà, par l'accord de Nouméa. Ce que nous dit, c'est ça, c'est qu'il faut tenter pendant la période des 10 ans de convaincre les autres. Mais quand on dit de convaincre les autres, c'est essentiellement convaincre les non-Kanaks. Et c'est là où la difficulté se pose pour les Kanaks. Parce que ceux qui revendiquent l'indépendance ici, ce sont essentiellement les Kanaks. Les autres ne revendiquent pas. Voilà, ils ne revendiquent pas l'indépendance. Donc c'est faire partager ce projet à des gens qui ne le souhaitent pas. Voilà, c'est assez compliqué. Donc on essaie de travailler, on a parlé de destin commun, on a parlé d'un peuple en émergence, etc. Mais les mentalités n'évoluent pas comme ça, du jour au lendemain. C'est vrai qu'à Calédonie Ensemble, vous dites souvent que l'arithmétique électorale ne peut constituer à elle seule une solution politique. Donc là, même si on voit que les non-indépendantistes vont l'emporter, finalement, qu'est-ce que vous allez faire de cette victoire ? Si on s'arrête à un scrutin, cette victoire, on le dit souvent, parce que justement, l'arithmétique électorale ne constitue pas une solution politique en Nouvelle-Calédonie, elle va emprisonner les vainqueurs dans leur victoire et elle peut aboutir à ce que les perdants, ou ceux qui auront estimé en tout cas perdre cette consultation, ne se tendent ou ne se radicalisent. Donc dans les deux cas de figure, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que nous disons depuis maintenant 5 ans, depuis 2013, le deuxième ou le troisième référendum, c'est-à-dire poser 2 fois ou 3 fois la même question aux Calédoniens, n'est pas une solution. Je veux dire simplement à Rocomitan, il a raison de rappeler... Vous l'avez interrogé sur Jean-Marie Tjibaou, qui faisait le pari de l'intelligence. Il fallait que les indépendantistes convainquent les non-indépendantistes. Mais la réciproque est vraie. La réciproque est vraie quand les partis non-indépendantistes, Calédonie Ensemble en tout cas, fait aussi campagne pour essayer de convaincre des indépendantistes. Oui, parce que le clivage demeure de toute façon. Vous non plus, vous n'avez pas réussi. On va voir. Mais le résultat ne résume pas tout. Moi, je veux simplement, en conviction profonde, expliquer, et c'est pour ça qu'on fait... ces rencontres citoyennes, ces réunions dans les tribus, etc., simplement expliquer aux indépendantistes que ce n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga d'avoir l'indépendance. Il y a peut-être d'autres choses qui, depuis 30 ans, parce que quand même 30 ans, c'est une longue période, il s'est passé des progrès économiques, sociaux, politiques. Depuis 30 ans, les mentalités n'ont peut-être pas toutes évolué, mais certaines ont quand même bougé. Et aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation qu'en 1988 ou en 1978. Les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Il y a d'autres solutions que l'indépendance. Purement. La Nouvelle-Calédonie est devenue beaucoup plus autonome, on le sait. Rocomitan le sait très bien. On est compétent dans quasiment tous les secteurs. On ne l'était pas il y a 30 ans. On a un gouvernement collégial qu'on n'avait pas il y a 30 ans. On a tout un tas de nouveautés qui font qu'on est aujourd'hui beaucoup plus proche d'un état de souveraineté ou d'autonomie. De large autonomie, bien sûr. De large autonomie, pas de pleine souveraineté, jamais. Parce que ça, c'est la dernière étape. Il n'en est pas question pour ce qui me concerne. Mais on peut aujourd'hui, et on exerce quasiment... tout seul, tous les pouvoirs. Donc pourquoi aller chercher autre chose ? On va avancer dans cette émission parce que justement vous parliez du deuxième référendum et donc ça sera la deuxième partie de notre débat puisque l'accord de Nouméa prévoit dans son article 5 la possibilité de faire un deuxième, puis un troisième référendum. Alors on le voit, le texte de cet article s'affiche à l'écran. Si la réponse des électeurs est négative, le tiers des membres du Congrès pourra provoquer l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première consultation. Si la réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation, donc une troisième, pourra être organisée selon la même procédure et dans les mêmes délais. Et si au bout de la troisième fois, c'est encore une réponse négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Alors là, vous étiez un peu fatigué parce que la situation ainsi créée, là, bon, on ne peut pas dire qu'on est extrêmement renseigné sur ce qui va se passer. Alors,
Philippe Desnoyers, Philippe Gomez a récemment dit « Les deuxième et troisième référendums n'ont pas d'intérêt dès lors que le résultat est 60 à 70% contre l'indépendance. Je crois qu'il faut laisser aux indépendantistes le temps de faire le deuil de l'indépendance. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez que finalement la revendication va s'éteindre d'elle-même? Alors, la revendication aujourd'hui, elle existe. Quel que soit le résultat le 4 novembre, elle continuera le 5, le 6, le 7. Ce que je pense, et ce qu'on pense à Calédonie Ensemble, ce que Philippe Gomez a dit, c'est que l'histoire internationale nous apprend, quand on observe, même s'il faut faire attention aux comparaisons, que lorsque des revendications indépendantistes dans des territoires se sont exprimées, qu'elles ne l'ont pas emporté, plus le temps passe, plus la revendication d'indépendance, là où on l'a observé, s'éteint. Enfin, en tout cas, recule et diminue. Donc vous misez sur l'usure? Non, on ne mise pas sur l'usure, ça c'est un constat, c'est un fait. Ensuite, ce que je veux dire, et ce qu'on dit également, c'est que s'arrêter après le 4 novembre à un référendum, c'est la seule et c'est la bonne solution. Parce que poser 2 ou 3 fois la même question, dans un espace de temps, vous l'avez dit, aussi réduit, on le voit en un an, non seulement... Par exemple, ça ne bouge pas, mais ça évolue de plus en plus vers le non à l'indépendance. Il ne faut pas imaginer que dans 2 ans, ce sera un système d'aller-retour, et puis dans 4 ans, tout d'un coup, il y aura une majorité. Ça, j'y crois pas du tout. Et ce serait, au contraire, berner peut-être, ou donner une illusion supplémentaire des électeurs indépendantistes. Ce qu'il faut, parce que le 4 novembre, on exprimera un non à l'indépendance, c'est arriver à trouver une solution politique négociée qui permette d'affirmer un oui. Tant qu'on sera dans le non, en 2018, en 2020, en 2022, on ne pourra pas progresser. Vous êtes d'accord avec moi que si c'est pour poser 3 fois la même question, on ne pourra discuter de rien d'autre, puisque en fait le cadre est fixé, on ne peut pas en sortir. Et nous, on pense qu'il faut en sortir. Il faut discuter maintenant, on a déjà commencé, sur une solution, une nouvelle organisation politique, qui sera pour le coup, si elle est validée par l'ensemble des formations politiques, présentée par référendum, celui-là, à la consultation des Calédoniens, et qui représente, et Rocco Mittan le sait bien, à l'ONU, une des 4 pistes de sortie d'un territoire de décolonisation. Oui, mais c'est très important parce qu'en 1970, l'ONU a rajouté cette 4e sortie. Soit je reste, c'est le statu quo, soit je deviens indépendant, soit je m'associe, c'est l'indépendance association, soit la population choisit un statut librement décidé. Nous, on pense que cette option-là, elle peut être d'abord gagnante-gagnante, et elle peut tout à fait s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Si on y travaille maintenant, et après le référendum bien sûr, si on se met d'accord et si on soumet ce projet en consultation aux Calédoniens, là pour le coup on pourra tous ensemble sortir, sans limitation dans le temps, vers un avenir qu'on construira encore ensemble comme on le fait depuis 30 ans. Alors si on ne fait pas 3 référendums, cela dit, il faut modifier la Constitution, puisque l'accord de Nouméa prévoit 3 référendums. Vous, Rocco Mittan, vous avez récemment dit, il est hors de question de changer quoi que ce soit, on va jusqu'au 3e. Pour vous, on ne change pas, on fait les 3 référendums, c'est la feuille de route de l'accord de Nouméa, on la suit, on n'en déroge pas? Non, absolument pas. Moi, je suis signataire de l'accord de Nouméa, je vais jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je redis aujourd'hui, je le dirai demain. Voilà. En tout cas, les 3 signataires du FLNKS que nous sommes, dans tous les espaces de discussion, que ce soit donc, au niveau du groupe Chemin pour l'avenir, au niveau des discussions avec l'État, c'est cette position que nous défendons. Nous ne sommes pas pour continuer à détricoter cet accord de Nouméa comme certains l'ont fait depuis ces 20 dernières années. Nous sommes pour aller jusqu'au bout. Tout simplement pourquoi? Parce que cet accord de Nouméa repose sur des fondamentaux. Et les fondamentaux constituent, si vous voulez, la réponse à la revendication nationaliste kanak. Voilà. S'il n'y avait pas les Kanaks ici, vous serez tranquille ici. Voilà. Mais il y a les Kanaks. Donc les Kanaks, ils vont continuer à revendiquer leurs droits. Plus le temps va passer, plus ils vont revendiquer leurs droits. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même donner une réponse qui puisse donc les satisfaire pour pouvoir construire une paix définitive. Ici en Nouvelle-Calédonie. Si on n'arrive pas ensemble à donner une réponse, à cette revendication fondamentale portée par tout Kanak, eh bien, et cette réponse, pour vous, elle peut être apportée qu'après 3 référendums. C'est comment on va dire ça? C'est le dispositif que nous avons imaginé à ce moment-là, c'est-à-dire en 1998. Et qui vous semble toujours pertinent aujourd'hui? Pour le moment, il nous semble toujours pertinent, chiffre à l'appui.
Parce que bon, j'ai bien lu, j'ai bien pris connaissance des résultats du sondage. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas d'accord avec ces sondages-là, parce que nous avons un autre, nous avons d'autres simulations que nous avons réalisées avec des universitaires, qui ne sont pas évidemment pas celles-là. Alors on aimerait bien que vous nous les donniez. On a une simulation par exemple qui consiste à dire, si toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit, hein, c'est-à-dire que si les listes électorales donc, sont sincères, parce qu'il y a toujours ce problème là sur la question des listes électorales. On a avancé quand même. Ça a avancé, oui, bien sûr, ça a avancé. Mais on ne sait-on jamais. Donc si ces listes sont sincères, nous avons un corps électoral kanak qui est quand même important. Voilà, qui va approcher les 50%, entre 45 et 48%. Donc nous, on a essayé de bâtir là-dessus. Et nous avons une simulation qui arrive à un vote positif pour l'indépendance. Mais ça, c'est nous qui le disons. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec plusieurs simulations, dont celle-là, bon, il y en a aussi des simulations catastrophiques qui arrivent à ce chiffre-là. Mais nous avons une simulation positive. Nous avons aussi une simulation autour de, qui nous semble intéressant. C'est si 85% donc, des Kanaks et 8% de nos Kanaks votent pour l'indépendance, on arrivera à un différentiel d'à peu près de 5 000 à 6 000 voix. Ça veut dire qu'on sera autour de 51, 52, 47, 48. C'est ce que nous sommes donnés comme objectif. À 6 mois du référendum, et nous partons avec cet objectif-là en tête. C'est exactement ce qu'a dit Daniel Goa. Juste, je veux dire la phrase, le corps électoral réajustera mécaniquement cette injustice que d'être minoritaire dans notre pays. Ça veut dire que finalement, la démographie fera son œuvre et qu'un jour, les Kanaks seront majoritaires dans le corps électoral et que donc on gagnera le référendum. Vous, ça vous paraît faire 3 référendums? Non. Ça vous paraît être une marche à suivre? Non. D'abord, je peux comprendre que Rocomitan, signataire de l'accord de Nouméa, défendent la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. On a quand même fait partie à Calédonie Ensemble de ceux qui se sont toujours reportés et rapportés à l'accord de Nouméa. Simplement, cette partie-là, elle ne nous paraît pas adaptée à la situation. On va voir qui a raison. C'est pas la peine d'ergoter maintenant. Oui. On va voir qui a raison. On va le voir dans 6 mois, le 4 novembre. Moi, ce que je dis simplement, c'est que le lendemain, si malheureusement pour Rocomitan, ce n'est pas l'indépendance comme je le crois, comme j'en suis convaincu, et comme je vais faire campagne, évidemment. Si c'est un non à l'indépendance, évidemment, on regardera les résultats. Quelle est la différence? À quoi ça sert? Alors, sauf si on est à 51-49, mais je crains que ça ne soit pas aussi près. À quoi cela sert-il, même si c'est prévu, de reposer 2 fois la même question? Je vous fais un parallèle avec les accords Matignon-Oudinot, qui avaient prévu un référendum en 98. Il n'y a pas eu de référendum en 98. Et pourtant, les signataires des accords Matignon-Oudinot étaient des personnes tout à fait honorables qui défendaient l'esprit. Moi, je dis l'esprit de l'accord de Nouméa, tout le chemin. C'est ce que non seulement les partis politiques travaillent dans le groupe du chemin de l'avenir, mais c'est ce qu'on fait dans les réunions du comité des signataires et en Nouvelle-Calédonie. Les partis politiques doivent maintenant devront tirer des enseignements du résultat du 4 novembre pour préserver le climat apaisé qui est celui dans lequel la Nouvelle-Calédonie vit depuis 30 ans et qui est notre bien le plus précieux. Je pense qu'on est tous d'accord, il faut le préserver. Il faut y faire attention. Plusieurs personnes l'ont dit avant moi. La paix, ce n'est pas un acquis. Il faut la travailler, il faut la protéger. Pour la protéger, je dis simplement qu'à partir du 5 novembre, il faut qu'on puisse ouvrir d'autres espaces, évidemment en concertation. Ce n'est pas moi qui vais vous dire la majorité va l'emporter, va taper sur une minorité. Ce n'est pas là. On n'a jamais travaillé comme ça depuis 30 ans. Il faut trouver ce nouvel espace. Il faut apporter des réponses qui puissent rassurer les indépendantistes, sachant que je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle, même si Rocomitan n'a pas exactement dit ça, parce qu'on serait kanak, on serait indépendantiste. Ou parce qu'on serait non kanak, on serait non indépendantiste. C'est heureusement un tout petit peu plus subtil et mélangé, et les lignes bougent. D'accord. Donc il faut apporter des réponses aux personnes, quelle que soit leur communauté d'appartenance, quelle que soit leur aspiration par rapport à l'avenir, concrètement. Et c'est ça, la proposition de Calédonie Ensemble, c'est cette nouvelle organisation politique négociée qui nécessitera une modification de la Constitution, mais c'est normal parce que si on est dans cette situation-là, ça voudrait dire qu'indépendantistes et non-indépendantistes se seront mis d'accord. Donc on pourra changer la Constitution, l'accord de Nouméa, et trouver par référendum. S'il n'y a pas de consensus, ça sera l'accord de Nouméa. Excusez-moi, mais il y aura donc un référendum parce qu'il faut que les Calédoniens valident. Ce n'est pas Calédonie Ensemble qui va valider, il faut que les Calédoniens valident. Là, on va dire peut-être non, et je pense qu'on va dire non. Ça, c'est pas validé, c'est repoussé. Il faut choisir un statut, celui qu'on propose d'élaborer tous ensemble. D'accord. Cela dit, vous dites le 5 novembre, on va ouvrir un nouvel espace. On va surtout ouvrir la campagne des provinciales pour 2019. Donc,
Est-ce que vous pensez que entre novembre et mai, alors qu'on sera en pleine campagne pour les provinciales, franchement, vous allez pouvoir discuter de quelque chose et faire avancer le débat? C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. C'est précisément pour ça qu'il ne faut pas attendre. C'est précisément ce qu'on dit. Il ne faut pas attendre. Il reste 6 mois. C'est pas grave. 6 mois, c'est mieux que rien du tout. Alors, c'est vrai que 2 ans, ce serait mieux, mais c'est 6 mois. Et en l'occurrence, j'insiste là-dessus, mais je ne suis pas membre du groupe Chemin de l'Avenir, contrairement à M. Wamitan. Dans ce groupe-là, à la demande du Premier ministre, validé par toutes les formations politiques, il y a déjà des avancées qui préfigurent une organisation qui pourrait être une nouvelle organisation. Parce qu'on ne travaille pas formation politique indépendantiste et non indépendantiste sur une charte des valeurs par hasard en 2018. Et j'espère que cette charte sera non seulement validée politiquement, mais qu'elle sera soumise à la consultation des Calédoniens, parce qu'il faut qu'ils se l'approprient. Il ne faut pas que ce soit un objet considéré comme un objet politique. Roch Wamitan, il y a des avancées, oui. Effectivement, vous qui êtes dans le groupe du Chemin de l'Avenir. Ah oui, bien sûr, il y a des avancées. Sur donc, quoi après nous avoir boudé un certain temps, les 2 groupes qui s'étaient retirés, donc on rejoint. On rejoint le G10 maintenant pour le coup. Le G10, c'est pas une dénomination qui plaît à tout le monde. On va plutôt l'appeler le groupe Chemin pour l'avenir. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc on a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on travaille. Donc le mois de mars, nous étions à Paris, nous avons finalisé la proposition des chartes, des valeurs donc pour la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les valeurs, quels sont les principes que nous partageons tous. Voilà. Bien avant le référendum. Nous allons parler par exemple de la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde. Nous allons faire le bilan politique, parce qu'il faut faire un bilan politique aussi de l'accord de Nouméa, même remonter, pourquoi pas, aux accords de Matignon. Nous allons parler des compétences, les compétences qui ont été transférées, est-ce qu'on les exerce vraiment, les compétences qui ne sont pas transférées, etc. Donc c'est tout un ensemble de thématiques qui sont traitées au sein de ce groupe-là. Nous parlons aussi de l'autodétermination, nous parlons de décolonisation. On essaie de déblayer le terrain et de faire avancer les choses. D'aborder ces thématiques de façon apaisée. Vous voyez, de façon à ce que lorsque, par exemple, les indépendantistes parlent de par exemple, de décolonisation ou d'émancipation ou de peuple, les autres ne se sentent pas agressés, quoi. Voilà. Oui, c'est pas forcément des gros mots, donc mais c'est pas forcément des gros mots. Mais oui, mais pour certains, ce sont des gros mots, oui. C'est ça. Donc, il faut déminer tout ça. Mais déminer comment? Déminer, il faut se mettre autour de la table. S'il y en a la moitié qui sont en dehors, c'est pas possible. Il faut se mettre autour de la table. Nous avons dit, nous sommes engagés, les 3 signataires que nous sommes, avec le porte-parole du FLNKS, M. Bois, de poursuivre les dialogues jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, nous avons prévu, M. Sanders, donc nous a proposé 2 séries de réunions, donc en fin mai et ensuite en fin juin, et peut-être un autre avant le référendum, pour poursuivre ces thématiques. Je vous interromps parce que vous allez justement pouvoir poursuivre ce débat sur les valeurs avec nos citoyens. C'est la fin de ce débat entre nous. Merci beaucoup, mais surtout, restez avec nous. Vous avez maintenant rendez-vous avec Falei Ouedraogo et 3 personnalités de la société civile. Elle va aborder différents aspects de la charte des valeurs, 3 thèmes en particulier: la répartition des richesses, l'égalité entre les femmes et les hommes et la propriété des terres. Merci à tous. Retour dans votre émission politique. Cette seconde partie sera consacrée à la charte des valeurs communes qui doit normalement être actée avant le référendum. Avec moi, toujours nos invités politiques, Roch Wamitan, chef du groupe UC FLNKS et nationaliste au Congrès, et Philippe Dunoyer, député dans la première circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Pour le moment, on le sait, cette charte des valeurs communes est confidentielle, mais on connaît les grandes lignes. Il doit encore être discuté et c'est ce qui nous encourage à participer à la réflexion à notre manière, en donnant la parole aux citoyens. Ils sont 3 ce soir et ils viendront ici vous poser directement leurs questions. Ils auront chacun 15 minutes et ce sera chronométré. Notre premier invité ce soir est Raphaël Gorendiawe, habitant du squat de Tina Golf. Dans le projet de charte des valeurs communes, on parle de partage de richesses. Je cite: nous affirmons notre volonté de poursuivre les politiques publiques de lutte contre les exclusions et de réduction des inégalités. Vous allez le voir dans le reportage tourné chez Raphaël Gorendiawe. Il y a encore du travail. Ce soir, moi je les pâtes. Que j'ai vite fait.
avant la tombée de la nuit. Raphaël Gorin Diawé vit avec sa fille de 10 ans, ici, au squat de Tina Golf. Il est 16 h. Il doit préparer le dîner avant la tombée de la nuit. Tout comme les 300 habitants de ce squat, Raphaël et sa fille n'ont pas d'électricité. Seul un groupe électrogène leur permet d'avoir de la lumière dans un temps limité. Nous allons nous allumer à 18 h. 18 h, 17h30, 18 h, voilà, pour qu'on puisse manger bonheur. Parce qu'on va éteindre le groupe à 22 h. Voilà. Le groupe, c'est juste pour la lumière, c'est pour pouvoir manger. Et on va dormir après. À 22 h, tout est noir. À 22 h, on éteint le groupe. C'est pour pouvoir économiser de l'essence. Raphaël est gardien de sécurité depuis 20 ans. Il touche un maigre salaire de 70 000 francs par mois. Nous, c'est fini pour nous. Les enfants derrière grandissent. Mais quand je parle des enfants, je ne parle pas de ma fille. Mais je parle de tous les enfants du pays. Que ce soit blanc, kanak, wallis, tahitien, javanais, chinois, tout. J'ai bien peur pour eux. Voilà, il ne faut pas qu'ils revivent comme nous, on a vécu. Voilà, j'espère qu'ils auront une vie meilleure. Une vie meilleure qu'il peut apercevoir tous les jours de chez lui. Ce squat Tina est à quelques mètres d'un terrain de golf et d'un quartier résidentiel où vivent certaines familles les plus riches de Nouvelle-Calédonie. Il est 18 h. Le bruit assourdissant du groupe électrogène annonce la tombée de la nuit et l'heure du repas. Un rituel pour Raphaël et sa fille, pourtant loin d'être tolérable. Bonsoir Raphaël, merci d'être là. Vous avez donc 15 minutes pour interpeller les élus avec vos questions et vos mots. Bonsoir M. Wamitan, bonsoir M. Denoyer. Voilà, j'habite dans le squat de Tina. J'habite entre deux résidentiels, quartiers résidentiels. Nous sommes au milieu. Voilà, nous aussi, on vit aussi dans la ville de Nouméa et on participe aussi à la cotisation. Moi, je paie aussi mes impôts. Hein, je cotise à la CAFAT. Je participe à payer les taxes dans les magasins. Et on partage aussi la vie de la société. Voilà. Quelque part, nous sommes un peu les oubliés. On parle de l'inégalité. Je crois qu'il y a quand même un grand écart entre les riches et les pauvres. Voilà. Nous, on vit dans ce squat, ça fait des années. Voilà. Ma question est qu'est-ce que vous allez faire dans les médias pour nous et dans les médias pas dans 30 ans. Vous voulez commencer peut-être, M. Dunoyer? Oui, d'accord, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. D'abord, rappeler que la lutte contre les inégalités sociales en Nouvelle-Calédonie est un objectif prioritaire. En tout cas, pour Calédonie Ensemble, c'est affiché au fronton de notre action depuis l'origine. Ça ne répond pas directement à votre question, mais il y a une dizaine d'années seulement, et en 10, 11, 12 ans, il y a eu la création des allocations familiales de solidarité pour 15 000 enfants et leurs familles qui étaient parmi les plus démunis et parfois sans revenus. Il y a eu la création des allocations handicap, il y a eu la création de l'allocation logement, de l'aide au logement, qui aide aujourd'hui plusieurs milliers de familles chaque mois à payer leur loyer. Sans cette aide au logement, elles ne pourraient pas assumer le loyer qui est pourtant le leur, et elles en ont besoin simplement pour vivre tous les jours. Il y a un minimum vieillesse, un minimum retraite qui ont été mis en place pour les personnes âgées les plus démunies. Donc je rappelle simplement tout ça parce qu'on ne pourra pas développer la Nouvelle-Calédonie en laissant de côté une part de plus en plus importante ou trop importante des Calédoniens. Sur la vie chère, quand même, on est assez loin. Sur la vie chère, le combat, c'est justement de faire en sorte que les prix s'inversent, qu'il y ait plus de concurrence. On vient d'en voir un exemple dans un secteur qui est celui de la grande distribution et une autorité de la concurrence, mais pour répondre peut-être un peu plus directement, aujourd'hui, ces dispositifs qui sont en place apportent des réponses, mais il reste encore, vous en êtes un exemple, il reste encore de trop nombreuses familles, notamment dans l'agglomération, qui vivent dans des conditions, celles que vous avez décrites, qui sont certainement insupportables. Et la société doit pouvoir apporter, la société calédonienne, les institutions, les pouvoirs publics, de nouvelles réponses. La première réponse qui me vient à l'esprit, ce serait de permettre à ceux qui n'ont pas accès à un logement d'y accéder.
Et là, la politique de logement a été relancée à l'échelle de la province sud. Je parle de la province sud puisque j'en suis élu. Pour faire en sorte qu'il y ait plus de construction. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on est encore très en retard. S'il y a des gens qui vivent dans des conditions comme celle-ci et dans des squats, c'est parce qu'il n'y a pas assez de logements qui leur sont proposés. On est en retard d'environ 500, 600 logements chaque année nouveaux, évidemment. Donc ça conduit à des phénomènes d'augmentation de gens qui vivent dans des squats ou de surpopulation dans les logements par ailleurs. Donc il faut pouvoir, et je pense qu'en tout cas la solution, c'est d'apporter notamment à des gens comme vous qui sont insérés, qui ont un salaire, qui payent des impôts, des conditions normales et décentes pour tous les Calédoniens, pas seulement dans l'agglomération, pas seulement en province sud, bien entendu, ça vaut au-delà. C'est le travail que doivent conduire les institutions là où elles sont compétentes, les provinces en matière de logement, le gouvernement et le Congrès pour les dispositifs d'accompagnement sociaux et dégager des ressources supplémentaires pour faire cesser des conditions de vie qui sont, à notre époque, elles l'étaient déjà auparavant, inacceptables. Monsieur Ropomitan, vous allez pouvoir répondre à la question, mais il faudrait peut-être rester assez court pour qu'on puisse se poser toutes les questions. Ah oui, d'accord. Non, en ce qui nous concerne, nous, puisqu'on parle des inégalités, inégalités sociales, les inégalités aussi au niveau, enfin, disons les disparités au niveau salarial, puisqu'on a entendu le montant du salaire. Donc toutes ces questions-là font partie des conditions de vie. Donc à rappeler M. Desnoyers, notre réponse à nous, ça passe par les institutions, puisque ce sont les institutions qui ont les leviers techniques, les leviers financiers budgétaires pour pouvoir aider les populations. Donc, une institution, ce qui concerne donc, cette agglomération-là, c'est bien sûr la ville de Nouméa, la commune de Nouméa. Nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas présents, en tout cas nous les indépendantistes, puisque je parle en tant qu'indépendantiste. Et sur la province sud, on est en minorité, puisqu'on n'a que 7 élus. Ce sont actuellement, c'est Philippe Michel, puis c'est quand même un ensemble depuis plusieurs années qui préside la province sud. Nous pouvons agir, bien sûr, en faisant remonter des propositions. Par exemple, souvent, les personnes qui habitent dans les squats viennent nous voir. On a eu l'occasion aussi d'aller les visiter. On fait remonter les problèmes. Et nous ne sommes pas, maîtres des décisions, puisque l'exécutif, c'est bien sûr la province. Donc, en fait, nous faisons remonter par notre groupe au niveau provincial. C'est quoi les propositions du FLNKS pour lutter contre la pauvreté? Pour lutter contre quoi? Contre la pauvreté. C'est quoi les propositions du FLNKS? La pauvreté, c'est de réduire. Il faut réduire, le principal combat, c'est de réduire ces inégalités, de permettre aux gens d'accéder à un meilleur salaire. C'est d'aider les personnes à avoir un logement récent. Mais nous-mêmes, nous tout seuls, nous ne pouvons pas faire, puisque nous n'avons pas les leviers pour. Donc nous nous associons avec les groupes politiques qui sont au levier, aux commandes. Et c'est pour ça donc nous soutenons souvent les propositions, les textes et tout ça qui passent au niveau de la province, pas de la commune, parce que nous ne sommes pas, la commune nous ne sommes pas, mais au niveau du Congrès. Quand il y a des textes qui intéressent, notamment tous les textes sur le logement social, etc., qui viennent au niveau du Congrès, eh bien là, évidemment que nous les soutenons. On a poursuivi avec une deuxième question. Oui, question c'est sur les... Il y a beaucoup de partis indépendantistes, des partis loyalistes, même ceux du nord des îles. Ils viennent faire des propagandes chez nous, pour le provincial, pour la députation, pour les mairies. Nous, on a exposé notre problème à nous, au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau des poubelles, etc. Voilà. Ils ont dit, on va voir ça, on va faire ça. Même un politicien disait, votez pour moi, je vous donnerai des tâches. Tous ces partis politiques-là, quand ils sortent du squat de Tina, on ne les revoit plus. Voilà, ma question ce soir, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans les médias? Pour nous, les médias, plutôt, non, comment aller faire pour les réaliser? Comment vous allez faire pour les réaliser? Finalement, est-ce que c'est réalisable? Elles n'ont pas été faites, peut-être parce qu'elles ne sont pas réalisables.
Je ne sais pas quelles sont... C'était quoi les promesses? Je sais pas, enfin, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a promis des tôles s'il était élu. Bon. Voilà. Je ne sais pas qui ça peut être, mais il ne faut pas promettre des choses à des personnes qui sont en difficulté pour se faire élire. Ça, c'est une méthode qui est condamnable. Quand on veut répondre à une question, il faut pouvoir apporter une réponse. Je pense que les problématiques des squats, en tout cas des personnes qui vivent dans les squats, dans des conditions qui sont celles qu'on a vues tout à l'heure, elles doivent être réglées par une production de logements pour permettre d'accéder à ces logements, d'accéder à des logements qui soient nouveaux, qui soient récents, qui soient décents. Comment on peut payer un loyer avec 70 000 francs par mois? Alors, il y a l'aide au logement. L'aide au logement est un dispositif qui existe aujourd'hui, qui permet, y compris même carrément, de totalement effacer le loyer. Il y a un minimum qu'il faut payer, mais qui est de 10 000 francs. Et quel que soit le loyer, en fonction de la situation de la famille, en fonction de la composition de la famille, on peut avoir une aide au logement qui prend en charge tout le reste du loyer. Donc ce dispositif existe. Aujourd'hui, il y a quand même 4 000 familles chaque mois, 4 000 ménages chaque mois qui, grâce à l'aide au logement, font face, en tout ou partie, à leur loyer. Mais il reste encore trop de gens qui n'y accèdent pas parce qu'il n'y a pas assez de logement, trop de gens qui vivent dans des situations salariales, des conditions salariales qui sont très compliquées. Alors après, je ne connais pas votre situation, monsieur, mais le fait est qu'aujourd'hui, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, la grille des salaires, l'échelle des rémunérations entre ceux qui ont le moins et ceux qui ont le plus est le double de ce qu'on trouve en métropole. Il y a 2 fois plus d'écart. Ça n'est pas normal. Il faut travailler là-dessus, il faut permettre de trouver des conditions, mais ça c'est au gouvernement, aux institutions, avec bien sûr les entreprises, de trouver de nouveaux équilibres pour que, évidemment, si on a un logement et si à côté on a un salaire plus décent, eh bien forcément on peut plus facilement faire face aux conditions de vie du quotidien. Est-ce que ça vous êtes convaincu des réponses que vous avez là de nos élus? Moi, j'attends la... Voilà. Il nous reste 5 minutes pour la prochaine question. Monsieur Roquois-Mitan, vous n'avez pas... Oui, mais enfin, en parlant des promesses, mais le problème, c'est que tous les partis politiques, pour se faire élire, ont fait des promesses qui ne sont pas toujours tenues. Ben oui, ça, c'est une réalité. C'est pas seulement ici, partout, c'est comme ça. C'est bien ce qu'on leur reproche. Pardon? C'est bien ce qu'on leur reproche. Mais c'est le système qui est comme ça. Donc il faut changer le système alors. Alors comment on fait changer le système? Alors c'est trop bien. On dit que la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes. À l'exception de tous les autres. À l'exception de tous les autres. Voilà. Donc ça sera toujours comme ça. Demain, ça sera toujours. Bon, c'est peut-être. C'est assumer aussi de faire des promesses et on est obligé de pas les tenir. De ne pas les tenir. Enfin, nous, on essaye de les promesses qu'on fait dans les devant nos électeurs. On essaie, en tout cas, lorsqu'on est élu, de les tenir. Attends, moi, je suis chef de groupe, mais au Congrès. Le Congrès ne s'occupe pas directement des conditions de vie, sauf à voter des textes. Là, on n'a pas d'espoir voilà. pour Raphaël. Ben le Congrès ne peut pas payer des tôles. Voilà, c'est la question. Mais le problème qui soulève là, donc plus généralement au niveau des squats, des salaires et tout ça, donc ça on peut le faire au niveau des textes. Voilà, mais c'est après, ça rentre dans dans la procédure normale des études, des textes, avec le gouvernement, etc., au sein du Congrès. On va poursuivre avec votre troisième question, et là on part sur le référendum. Là, on va parler sur le référendum. Oui. Voilà, dans 6 mois, c'est le référendum. On va voter. Soit le oui ou le non qui l'emportera. Pour la Calédonie, pour la Nouvelle-Calédonie, soit on va rester dans la France ou à l'indépendance. Vous, les loyalistes, vous disiez que si demain, si nous on reste dans la France, est-ce qu'on va pas rester pauvre? Vous, les indépendantistes, vous disiez que si demain c'est l'indépendance, est-ce qu'on ne va pas rester dans le... En fait, voilà, le loyaliste, vous dites on ne va pas s'appauvrir en restant dans la France. Les indépendantistes, vous dites on quitte la France, mais c'est pas une raison, on ne va pas s'appauvrir. Voilà. Ma question, mais quand on est déjà pauvre, qu'est-ce que ça va changer demain pour ma fille et moi? Monsieur Roquois-Mitan? Nous avons, pour objectif de faire en sorte, demain dans l'indépendance, puisque c'est la question de la pleine indépendance, que toute personne dispose des mêmes conditions de vie. Voilà. De façon à ce que, vous, par exemple, dans les squats,
eh bien, vous serez aidé aussi. Voilà. Mais je dis ça au niveau du principe. Parce que se pose la question aussi de la répartition de la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Nous sommes dans un pays où quand même, bon, les derniers chiffres, enfin les chiffres qu'on cite souvent, hein, aux alentours de 20-25% de la population calédonienne vit au-dessous du seuil de pauvreté. 53 000 personnes vivent sous le seuil. Sous le seuil de ça date de 2008, donc voilà, on a des vieux chiffres. C'est toujours les mêmes chiffres, ça. Je pense que ça n'a pas évolué. Donc pour nous, c'est tout juste pas normal que ça se passe comme ça. Donc nous, le sens de notre combat, c'est cela aussi. Mais demain, dans l'indépendance, nous ferons en sorte pour que la richesse qui est produite en Nouvelle-Calédonie soit mieux répartie, de façon à ce que vous, jusqu'à dans les squats, où seront les squats demain, et vous pourriez bénéficier de cette répartition, de cette richesse. Il reste 1 minute avec M. Dunoyer. La réponse, moi qui suis un défenseur du non à l'indépendance, la réponse, qu'est-ce que ça change pour votre fille et vous? Pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant, mais ce n'est certainement pas en quittant, en s'affranchissant de ce qui est aujourd'hui le statut politique de la Nouvelle-Calédonie qu'on va trouver de nouvelles réponses. Et les réponses, elles nous appartiennent. On l'a dit, M. Vomitan et moi, ce sont aux institutions calédoniennes telles qu'elles existent déjà aujourd'hui d'apporter des réponses. Donc il ne faut pas, et moi je ne pense pas du tout que ce soit en votant oui à l'indépendance qu'on va trouver de nouvelles solutions. Les solutions, il faut qu'on les cherche. C'est plus compliqué parce qu'il y a des difficultés budgétaires, mais il faut les trouver, notamment au profit des personnes qui sont les plus en difficulté. Votre fille, qui j'espère en tout cas suit une scolarité qui lui convient, et qui lui permettra de s'épanouir, et vous-même pour que vos conditions de vie s'améliorent. Mais ce sont les institutions locales qui ont la réponse. Voilà. Bon, il reste 3 secondes, c'est les 15 minutes sont écoulées, ça passe très vite. Merci Raphaël Gorendiaoui. Merci à M. Vomitan, M. Doyen. Cet exercice pas facile. Nous allons poursuivre avec notre prochain invité sur les conditions de la femme, sujet que l'on retrouve aussi dans la Charte des valeurs communes. On le sait, la Nouvelle-Calédonie bat un triste record en termes de violence conjugale. Françoise Caillard, militante féministe, vous interpellera sur ce sujet. Je vous propose de regarder ce court portrait. Jeudi 12 avril, le collectif des femmes en colère manifeste devant les institutions à Nouméa. 200 personnes venues protester contre les violences faites aux femmes. Un coup de colère après le viol et les multiples mutilations qu'a subies une femme à Canala quelques jours avant. Parmi les manifestants, Françoise Caillard, figure connue des Calédoniens pour son militantisme en faveur du droit des femmes. Nous avons pris connaissance que le plan de lutte contre la délinquance de nos enfants, de prévention de la délinquance, eh bien, il y a une partie qui est réservée bien sûr à la lutte contre les violences faites aux femmes. Un militantisme qu'elle a développé très jeune. À 14 ans, elle observait avec attention le premier mouvement identitaire kanak, les Foulards Rouges, mené par son oncle, le grand chef Nidoïch Naislin. En 2000, devenue présidente de l'Union des femmes citoyennes, elle se bat pour la parité homme-femme en politique et pour le droit à l'avortement. Françoise Caillard est aujourd'hui référente de l'UFO, l'Union des femmes francophones d'Océanie, en Nouvelle-Calédonie. Françoise Caillard, bonsoir. Vous avez à votre tour 15 minutes chrono. Je vous laisse poser votre première question. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on m'a demandé d'être succinct. J'espère que les réponses que vous m'apporterez seront aussi succinctes, mais constructives et concrètes. Donc, mais avant, je vais vous parler de la parité. Rapidement, la loi sur la parité s'est appliquée en Nouvelle-Calédonie en 2001. Et pourtant, aucune femme au Sénat coutumier, 2 femmes suppléantes de députés, 2 femmes présidentes de partis politiques, 6 femmes sur 41 membres au sein du Conseil économique et social et environnement calédonien, aucune au niveau du CESE national, 4 femmes maires sur 33 communes. Les femmes représentent 36% des élus du Congrès, 43% des élus provinciaux. 3 femmes sur 30 participants dans le comité des signataires. 2 femmes seulement sans sages sur 11 hommes dans le comité des sages. Une seule femme au comité G10. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc, messieurs, quelle est votre conception de la parité
Et comment vous inscrivez cette parité dans ce processus d'émancipation politique du pays? Monsieur Dunoyer. D'accord. Je commence à chaque fois. Hein, désolé, hein. La prochaine non, question, il n'y a pas de problème. Commencer, monsieur Rocco-Mitan. Il n'y a pas de problème. Non, la parité, d'abord, vous l'avez rappelé, c'est une loi qui l'impose, donc c'est une obligation, même si dans les chiffres... C'est un combat des femmes ici. Et c'est un combat des femmes qui est pas seulement ici, hein, en métropole et dans le monde, qui est un combat absolument légitime. Donc on a encore des marges de progrès, hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. La représentativité des femmes en politique, que ça pose problème. Ben, sur l'application, oui, parce que à part dans des élections personnelles où là il peut y avoir, puisque c'est un candidat ou une candidate qui se présente dans les scrutins de liste, quand on a l'obligation, ben on a un homme, une femme, et ensuite les résultats font que à la fin on se retrouve peut-être avec 40% et non pas 50%. Mais c'est pas juste une obligation parce que le 50% est un idéal. Je crois qu'il faut véritablement, plus encore qu'auparavant, prendre en compte la voix des femmes. Elles savent se faire entendre, Madame Caillard, d'autres à côté de vous aussi. Dans la rue, mais on a du mal à rentrer dans les organes de décision. D'accord, bah écoutez, on a donc forcément que des marges de progrès. Moi, je suis à Calédonie Ensemble entouré d'un certain nombre de femmes. Alors, quand vous êtes au comité des 10, par exemple, au comité des signataires, il n'y a que des hommes, hein, oui, d'accord. Une femme, je crois. Alors, écoutez, il faut écrire à l'État, parce que c'est l'État qui invite au comité des signataires. Mais bon, on ne va pas se renvoyer la balle. On est d'accord sur je suis d'accord sur ce constat. On a quand même une marge de progrès qui n'est pas simplement une obligation, qui est une nécessité. De mentalité, quand oui, même. mais c'est une nécessité. Monsieur Rocco-Mitan. Nous l'avons inscrit dans notre proposition de charte. Hein. C'est au point 2, là, dans les valeurs. Nous affirmons notre engagement à la promotion et à la défense des droits des femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines. Mais justement, c'est écrit, mais en réalité, oui, mais c'est déjà l'important, loin. c'est quand même que ce soit écrit. Voilà, que ce soit écrit. On a même écrit sur toute la question des... oui, il y a un bémol quand même, pardon Monsieur Rocco-Mitan, il y a un bémol qui a été émis quand même dans la Charte des valeurs qui nous interpelle. Oui. Parce que comment peut-on écrire une charte qui peut faire référence de documents politiques importants dans le processus politique, voire pour la rédaction peut-être de la future Constitution, avec un bémol qui concerne les femmes en particulier, en disant que les rôles ne sont pas, enfin que les responsabilités sont différenciées, et donc là on y met un bémol et puis on valorise plus la place de femmes en tant qu'éducatrices des enfants, si je me trompe. Non, mais je pense que ce qu'on a voulu dire, là, notamment sur le point 4, là, c'est de tenir compte du contexte. Voilà le contexte, notamment au niveau des Océaniens, que ce soit nous les Kanaks, les Polynésiens, les Polynésiens, Cotonniens, tout ça. Donc on a des conceptions peut-être de la femme qui est différente. Mais tout ça, ça évolue avec le temps. Ça va évoluer. Un bémol sur un document politique. Mais ce n'est pas un bémol. Comment que vous voyez un bémol? Ce n'est pas un bémol, ça. Enfin, c'est ce qui est dit en tous les cas dans la presse. Si les cultures peuvent reconnaître des responsabilités différentes dans l'organisation sociale traditionnelle pour les hommes et pour les femmes, ces distinctions ne peuvent avoir des conséquences discriminantes sur les droits fondamentaux des personnes. Monsieur Rocco-Mitan, vous êtes pour l'entrée des femmes au Sénat coutumier? Pour le moment, non. Vous avez une réponse. Oui, mais on peut évoluer. On peut en discuter parce que je sais que de notre côté, notre chefferie était favorable à cela. Mais bon, ça c'est une discussion qu'on pourrait... Pour le moment, je dis pour le moment non, parce que je dis non, parce qu'on n'en a pas encore discuté. Mais il arrivera un moment où on va discuter. Parce que la société traditionnelle, elle est, comme toutes les sociétés d'ailleurs, chacun a son rôle. Donc le rôle de la femme, c'est d'un côté, le rôle de la femme d'autant d'un plus côté. que dans le document du projet de l'Union calédonienne, il est question d'ouvrir en quelque sorte le Sénat aux autres communautés. Si je ne me trompe pas, j'ai bien lu l'article. Oui, donc pourquoi? Alors, comment on peut ouvrir à d'autres communautés sans tenir compte des... finalement des individus kanaks présents, qui sont les femmes, et qui ne sont pas associés justement au sein du Sénat coutumier. Il faut dire peut-être aussi que il n'y a pas eu de demande forte sortie. Vous connaissez comment fonctionnent les structures de l'Union calédonienne. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu une demande forte qui a émergé des différentes structures, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Mais on est prêt à discuter de tout. Justement, notamment sur cette question de la présence des femmes.
dans les différentes structures coutumières, hein, voilà, au niveau des chefferies. Enfin, pas les oui, chefferies, parce qu'en fait, on considère le Sénat comme une institution voilà, politique et qui donc doit travailler sur l'identité kanak, voilà, dont fait partie les femmes, font partie les femmes. Donc, c'est pour cela que, pour nous, il est aussi... en tant qu'institution, c'est normal d'avoir c'est normal que les femmes y participent. C'est ça. Oui. Bon, on en fera peut-être un débat une autre fois, mais comme M. Hamitan ne ferme pas, donc je pense que ça va évoluer. Moi, je dis non, c'est parce qu'on n'en a pas discuté. Ce n'est pas une problématique, si vous voulez. C'est pas un non définitif. Non, ce n'est pas une problématique qu'on aborde tout à fait normalement, naturellement dans nos instances. Mais si, évidemment, s'il y a une pression qui est faite sur le monde en tant que grand chef, vous avez justement oui, parce que les femmes, ils ont évidemment un rôle éminent, au niveau des chefferies, des clans, évidemment, des familles. Surtout dans les institutions politiques, je pense. Monsieur Hamitan, aussi dans le projet de société de l'UC, oui. Il est justement question je l'ai noté ici, une place équitable, de rechercher une place équitable des hommes et des femmes dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux, etc. Et donc, selon vous, quelles sont les mesures justement pour établir cet équilibre? Parce que si vous le notez, c'est qu'il y a forcément un déséquilibre. La recherche d'équité. On est pour l'égalité, on est pour la parité, mais tout cela, ça doit se discuter. Parce que nous, en tout cas, en tant que responsable, on ne souhaite pas, et pardon, j'ai parlé avant lui, on ne souhaite pas contribuer encore peut-être à déstabiliser notre société. On y veille quand même, parce que notre société, elle est quand même mais on va vers une nation, si je comprends bien votre démarche. On est quand même bousculé, mais c'est un objectif à atteindre, oui. C'est un objectif à atteindre, mais pour bousculer les mentalités, c'est un peu comme la problématique qu'on a abordée tout à l'heure dans le premier tableau, là. Hein, c'est comment on va essayer de convaincre les autres vont essayer de nous convaincre. Les mentalités, ça ne bouge pas comme ça. Les mentalités, ça évolue sur plusieurs générations. Pourtant, les femmes sont de plus en plus formées, et donc il faut vraiment leur faire de la place. Il faut faire de la place, tout à fait. Mais Mme Caillard, si je peux me permettre, parce que c'est... Il ne faut pas que vous ayez le sentiment, ou que les téléspectateurs aient le sentiment qu'on découvre l'importance de la place de la femme dans la société. Là où vous avez évoqué la place en politique, moi quand j'ai fait campagne récemment aux élections législatives, j'ai commencé ma campagne à la mission à la condition féminine, pour annoncer ma suppléante Annie. Ce n'était pas par hasard, c'était vraiment parce que je souhaitais, entre autres choses, parmi d'autres sujets, mettre la place de la condition féminine au sens large, soit pour la défense de leurs droits ou pour la défense de leur liberté, soit pour les protéger lorsqu'elles sont malheureusement encore trop souvent victimes de violences. Il fallait la mettre en avant, cette condition féminine qui est assez peu mise en avant. Pour moi, c'est un objectif prioritaire, en l'occurrence, puisque je suis aujourd'hui député, de cette mandature. Hein. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a des sujets qui sont douloureux, mais voilà, je voulais le préciser. Oui, comme le temps va vite. Oui, il reste 5 minutes. 5 minutes. Alors je vais vous parler des violences faites aux femmes. Quelle est votre réaction? 19%, la Nouvelle-Calédonie caracole en tête des pays... Philippe Dunoyer, vous allez pouvoir y répondre. Français, hein, le premier pays devant la France et les pays outre-mer. Alors qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre réaction? Quelles sont les solutions? C'est absolument inadmissible. Mais les solutions concrètes? Les solutions concrètes, elles sont plusieurs, elles sont nombreuses. D'abord, elles font appel, là aussi, comme le sujet précédent, aux institutions qui ont des mesures à mettre en place pour protéger, mais avec l'État aussi, puisque vous le savez, puisqu'il y a des violences, ça veut dire qu'il y a des délits, voire des crimes qui sont commis contre les femmes. Moi, je suis, par exemple, un fervent défenseur de la mise en place en Nouvelle-Calédonie de cette enquête virage qui va pouvoir actualiser ce qu'on sait déjà, mais surtout proposer des mesures qui permettront de savoir pourquoi ces violences existent, pourquoi on est les recordman de France de ces violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales aussi. Ensuite, il faut mettre en place de nouvelles structures. Moi, je défends l'idée d'un COVA, un centre d'accueil d'urgence des victimes. C'est pas la panacée, mais si ces victimes n'ont pas la possibilité de déposer plainte au commissariat... Pardon, excusez-moi, M. Denoyer, parce que c'est très important ce que vous dites, c'est intéressant le COVA, mais il va regarder que Nouméa est le grand Nouméa, si je peux dire. Et les violences qui sont faites ailleurs, au bout du Nord ou aux îles Loyauté. On peut tout à fait imaginer un COVA. Alors, il n'y aura pas un COVA à proximité de toutes les femmes qui sont malheureusement battues, mais ce n'est pas la solution seulement. Il faut durcir la peine. Non, mais ça ne serait pas intéressant, justement, M. Dunoyer, de travailler avec les communes, de doter les communes de moyens humains, financiers, techniques, qui travailleraient avec les aires pour apporter des réponses immédiates
sur le terrain. Pourquoi pas? Je crois que la problématique est suffisamment... Le Cova est très éloigné des réalités quand même. Et justement, non, on en pas parle du depuis plusieurs temps, de mois, du Cova. Il en est où exactement? Il faut trouver non seulement le lieu, mais ça c'est pas très grave, il faut trouver le financement. Il y a un financement qui est prévu dans le contrat de développement, il faut trouver 3, 4, 5 personnes qui permettent en 24 heures sur 24, donc en permanence d'avoir ce lieu d'accueil pour que les femmes qui sont victimes de violences puissent au moins venir témoigner, déposer plainte, non, parce que sinon il y a bien sûr les commissariats ou gendarmeries. Je le disais tout à l'heure, les institutions de Calédonie, donc les maires aussi sont concernés, les provinces sont concernées, le gouvernement est concerné. Ils n'ont pas de moyens. Les D'accord, mairies n'ont pas de moyens alors très qu'ils bien. sont tous les jours confrontés à ces problèmes de violence conjugale. Mais si je peux aller jusqu'au bout de la réponse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Justement, Mais, c'est pour ça que quelle est la cause de tout ça? Parce que apporter des réponses, c'est bien, mais si on continue d'écoper, parce que malheureusement, parmi la cause, et notamment, je pense évidemment à l'alcool, l'alcoolisation massive et les méfaits que ça produit à la fois sur la route, c'est un élément déclencheur. Il faut lutter contre la consommation la excessive cause, d'alcool. Elle est quand même aussi. Au sein de la famille. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs. La problématique de pauvreté. Et il faut punir beaucoup plus durement encore ceux qui sont les auteurs de ces agressions à l'égard des femmes, et je rajouterai aussi à l'égard des enfants. Je suis rapporteur d'application d'une loi qui va être, je l'espère, votée bientôt à l'Assemblée nationale, qui va rallonger la prescription publique pour les crimes commis envers les mineurs et qui va créer de nouvelles modalités pour lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, que ce soit dans la rue ou à la maison. Mais l'arsenal est vaste parce que le problème est inadmissible. Les temps de parole sont équilibrés. Monsieur Wamitan, vous avez oui, en ce qui me concerne, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, c'est pour moi le même élément que constitue la délinquance, l'alcoolisme, c'est-à-dire ce sont les symptômes d'une société qui est malade. C'est pas la première fois que je le dis souvent, je l'ai dit à tous les niveaux où on s'exprime, les espaces de discussion, notamment au Congrès ou même à Paris. Et il faut chercher les raisons. Là, le cinéma, il vient de dire tout à l'heure pour l'alcoolisme, mais pour la question des violences faites aux femmes. Mais c'est juste pas normal que notre société, parce qu'essentiellement la société kanak. Oui, alors c'est toujours les Kanaks qu'on trouve à la base. Alors ils sont minoritaires dans le corps électoral, mais alors pour faire des choses comme ça, voilà, on est en premier là. Donc ça veut dire que c'est notre société qui est malade, mais ce n'est pas seulement la société kanak. La société kanak, elle est déstabilisée par tout ce qui est en train de se passer depuis. Il faut, c'est rentrer dans les familles, c'est dans les familles qu'il faut aller. Oui, mais avant ça, il faut aller chercher les raisons principales. Oui. C'est pour ça que moi, j'étais toujours partisan, et enfin, j'étais écouté quand même, pour qu'il y ait des études de fond, voilà, pour pouvoir identifier les racines de ce mal-là. Bon, là c'est le mal d'une société malade. Il n'y avait pas d'élu du FLNKS à la manif mais ce n'est pas le problème. Le problème, nous, on reste là où on est. Nous, on est dans les institutions et on fait des propositions. Par exemple, cette proposition-là, l'université va prendre en charge cette étude-là pour l'alcoolisme. Et on va ensuite, une fois qu'ils auront déterminé les causes de cette société malade-là, eh ben, on va mettre en place les solutions pour pouvoir viser juste, parce que ce n'est pas la peine de monter, comme dit le député du Noyer, de monter un centre là comme le Cova, et puis en fait, c'est quelque chose qui n'en finit plus. Il faut aller à la source. C'est quoi la source? Eh ben, vous l'avez dit, c'est bien la famille. Et on l'a dit dans notre proposition là, au point 10, nous proclamons solennellement la famille comme cellule première de la société calédonienne, principal lieu d'éducation et de solidarité. Oui. Mais si nos familles, partent à bout de l'eau, que la femme ne joue plus son rôle, le rôle principal qu'elle doit avoir, c'est d'abord et avant tout au niveau de sa famille, avec les enfants. Avec son mari aussi. Oui, avec son mari, mais c'est d'abord la maman. Et c'est pour ça que notre société est en train de partir en vrille. Voilà, on a entendu légèrement un gang au fond. Donc je voulais demander aux deux élus s'ils peuvent faire une déclaration publique en disant que la cause des violences faites aux femmes soit tenue comme une priorité pays. C'est marqué dans la charte. C'est marqué dans la charte. C'est marqué dans la charte. La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité. C'est au fronton de la charte. La prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes sont une priorité. Priorité pays, le Congrès va le valider.
Les Calédoniens vont même l'approprier. Les Calédoniens vont pas la charte, mais le fait que ce soit une priorité pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup, messieurs. ça passe très vite. Merci. Vous Non, restez mais assise, on va poursuivre, ça va très vite. Finir avec un troisième sujet tout aussi délicat et qui a été source de conflit pendant les événements. Je veux parler du foncier, notamment des terres privées. Certains Calédoniens s'inquiètent sur le devenir des propriétés qui restent revendiquées. Guy, mon voisin, va vous interpeller donc, sur ce sujet. On l'accueille après ce court portrait. Mardi 17 avril, environ 80 éleveurs et agriculteurs sont mobilisés devant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Un rassemblement pacifiste en réaction à la multiplication des revendications foncières au pays. Les agriculteurs souhaitent interpeller les élus sur la sécurisation des terres privées. Parmi eux, Guy Monvoisin, éleveur et président depuis 10 ans du syndicat des éleveurs bovins, syndicat créé il y a plus de 60 ans en Nouvelle-Calédonie. Fils d'éleveur, il se lance dans l'aventure à l'âge de 20 ans. Il devient propriétaire d'une exploitation agricole à Pointe-Boute et s'investit dans le monde associatif, notamment avec l'interprofession viande de Nouvelle-Calédonie. Ses propres terres ne sont pas revendiquées, mais il se bat pour que les éleveurs du pays puissent obtenir des garanties. Non plus, c'est pas possible. L'eau, c'est la vie. Guy, mon voisin, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez la règle, 15 minutes, top chrono. D'accord. C'est à vous. Moi, si vous me permettez, je vais vous poser des questions qui vont au-delà des échéances électorales, parce que nous avons besoin d'avenir. Ma première question, elle est assez rapide. C'est à l'heure où l'économie calédonienne a été basée pratiquement que sur l'économie du nickel. On s'aperçoit que le développement agricole et la sécurité alimentaire d'un pays devient importante. Quelles sont vos propositions sur le développement agricole et la sécurité alimentaire d'un pays? La deuxième question... On va poursuivre déjà, répondre. Okay. Alors, les questions à la fois. Monsieur Wamitan, peut-être? Tout d'abord, je pense qu'il faut assurer le droit à la propriété privée pour que les exploitants puissent travailler tranquillement. Voilà. Et c'est sûr que nous, une de nos priorités, c'est bien sûr d'arriver à satisfaire les besoins alimentaires, donc à partir des besoins des produits agricoles et d'élevage de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, parce qu'on vit trop on apporte trop de produits de l'extérieur. C'était peut-être valable à un moment donné, mais là maintenant, là où on est rendu maintenant, il faut se dire, mais il faut s'arrêter là. Hein. Il faut s'arrêter là, parce que notre pays ne peut pas constamment vivre des produits qu'on apporte de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. Nous avons le potentiel ici. Nous avons le potentiel, il faut aider les exploitants, il faut les sécuriser par rapport au lien à la terre, et puis ensuite avec les institutions, que ce soit les institutions de maintenant ou les institutions de demain, vous aider à faire en sorte qu'on arrive donc à une sécurité alimentaire et puis à une autosuffisance dans les années qui viennent. C'est l'objectif à atteindre. Vous avez 3 minutes en plus de parole, donc vous pouvez voir un peu plus. Non, mais c'est un sujet sur lequel on a déjà fait des déclarations, et notamment lors du Conseil politique de Koné. On dit notamment qu'on peut et on doit, dans le cadre de la nouvelle organisation politique à définir, aller à la conquête des souverainetés utiles, dont la souveraineté alimentaire fait partie. Aujourd'hui, on produit 18% de ce qu'on consomme. Et donc, on importe 82% de ce qu'on consomme. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et non seulement ça n'est pas possible, mais plus ça va aller, plus ça deviendra insupportable financièrement, parce que la population mondiale grandit et les productions alimentaires, elles, agricoles, baissent. Donc, le prix va augmenter ou alors la qualité va se réduire. Et ici, Rocomitan l'a dit, on a un potentiel qui est certainement totalement inexploité. Si on prend encore une fois l'exemple de la Réunion, c'est 2 fois l'IFU, ils sont 900 000, ils produisent le besoin de 450 000 personnes. On doit pouvoir faire beaucoup mieux en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, ça passera par la sécurisation du foncier, la garantie d'un droit de propriété inaliénable, mais ça passe aussi par des politiques provinciales. Je veux citer la politique de la province sud, la politique agricole provinciale, la PAP, que vous connaissez très bien, monsieur mon voisin, qui est mise en place depuis un peu plus d'2 ans maintenant et qui produit ses fruits. C'est aussi les propositions de baux, notamment de baux ruraux en terres coutumières ou sur des terres privées pour permettre à de jeunes agriculteurs, de jeunes éleveurs de s'installer. Ils ne peuvent pas acheter la terre, elle est trop chère. Il faut qu'ils puissent la louer, que le propriétaire y trouve son compte et le jeune agriculteur aussi. En gros, il faut inciter les jeunes à se tourner vers cette économie primaire dont on a besoin parce que le tout nickel a vécu.
poursuivre avec la seconde question. Oui, donc vous avez pratiquement répondu à ma deuxième question, c'est-à-dire que l'économie calédonienne et l'économie en général de l'agriculture portent sur du foncier privé, aujourd'hui garanti par la Constitution française. Et donc ma question, c'est donc dans le cas d'un devenir de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ce foncier, ce statut des terres privées va être maintenu, puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, il garantit pratiquement 99% de l'économie calédonienne. Oui, alors, donc je redis, mais je vais apporter quelques éléments, notamment pour les auditeurs. Aujourd'hui, en Calédonie, il y a 500 000 hectares de terres coutumières, 290 000 hectares de terres privées et 1 200 000 le domaine public. Ces trois statuts vont demeurer, il faut sécuriser maintenant tous les fonciers. Il faut donc que la propriété privée soit un droit garanti. C'est prévu dans la charte, puisqu'on parle de la charte des valeurs, et c'est très important. Tout le monde s'accorde à dire que le droit de propriété est un droit qui doit être inaliénable, garanti, inviolable, sacré. Et pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans une phase où, après avoir, depuis 1978, passé par une réforme foncière importante, il faut maintenant qu'on passe à une phase de développement qui peut être agricole, qui peut être commercial, qui peut être industriel, qui peut être public. Il faut passer à cette phase de développement et on ne pourra rien développer si le foncier n'est pas sécurisé. Donc c'est maintenant acté dans les principes, c'est acté, c'est garanti par la Constitution, mais c'est très important que la totalité des formations politiques participantes le confirment, comme tout à l'heure l'autre sujet qu'on a évoqué, parce que ça permettra aux investisseurs et à ceux qui les financent de se lancer dans de nouveaux développements. Monsieur Wamitan. Voilà, juste pour bien vous lire au point 3, les valeurs et droits politiques, économiques et sociaux, sur le droit à la propriété, donc c'est le point 10. Le droit à la propriété privée en matière foncière est un droit garanti, droit sacré, comme l'a rappelé M. Desnoyers, et inviolable, sous réserve des droits des collectivités si la nécessité publique légalement constatée l'exige. Les droits collectifs sur les terres coutumières sont aussi garantis. Donc cette proposition de charte, nous avons adhéré à cette, puisque nous avons contribué à l'écrire. Elle sera normalement soumise à consultation et puis tôt ou tard, ça viendra devant le Congrès, puis ensuite rendu public. Mais voilà, les principes sont indiqués là. Pour vous, M. Wamitan, la réforme foncière est terminée? La réforme foncière, il me semble que c'est... parce qu'on a beaucoup de remontées, on a beaucoup de remontées, mais ce n'est pas aussi violent qu'à un moment donné. Mais il y a encore une part résiduelle de revendication, oui. Et dans notre projet de société, pour demain, nous garantissons les trois types, les trois catégories de propriété là. On a repris cela tout simplement. On le garantit, donc demain, aujourd'hui par la charte, demain dans une constitution, si on arrive à un pays indépendant bien sûr. Et voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Monsieur Desnoyers, vous voulez réagir peut-être? Simplement par rapport aux revendications, parce que c'est un sujet du moment. On va y venir. Je ne vais peut-être pas déflorer le sujet. Voilà. Oui, donc là, vous me rassurez déjà avec vos réponses. Oui. Donc je voudrais venir justement sur la sécurisation de ce foncier. Oui. Donc pour la compréhension des auditeurs, oui. Lors des accords de Matignon, il y a eu un pacte scellé qui a dit que il va y avoir un rééquilibrage foncier envers de la population kanak. 20 ans après, donc, il y a eu un état des lieux de ce rééquilibrage foncier. Cet état des lieux a constaté justement ce que vous venez de dire, donc un rééquilibrage à peu près équitable des terres entre les deux communautés. En même temps, c'est vrai qu'a été aussi dit ce droit au lien à la terre à toutes les communautés, toutes les communautés de destin. Or, aujourd'hui, depuis qu'on a acté cet état des lieux, on a constaté une recrudescence de certaines revendications. Donc il y a une recrudescence. Je précise que ces revendications sont autant sur des terres privées que sur des terres coutumières, où on a des contre-revendications. Donc voilà. Donc elles s'expriment parfois directement de façon assez agressive. Donc d'autant plus on parlait tout à l'heure des extrêmes, on a des discours extrêmes aussi qui disent on arrêtera la réforme foncière qu'au bout de la récupération de toutes les terres. Donc on a des gens, vous comprenez l'inquiétude, l'incompréhension, le sentiment d'insécurité de certains broussards qui disent, qui ont le sentiment de dire, mais en fin de compte, le destin commun,
est-ce qu'il va s'arrêter dans les villages et dans les villes? Et est-ce que c'est encore en brousse qu'on va encore mettre la pression, on va encore mettre la pression sur nous, sur certains endroits. Donc on a besoin, les gens en brousse, ils ont besoin d'être sécurisés sur ces questions, ils ont besoin de messages politiques sécurisants, et notamment aussi des coutumiers, en disant, est-ce qu'on acte, oui, est-ce qu'on acte ce droit aujourd'hui, ce destin commun et ce droit à la terre à chacun, hein? Alors, si je peux apporter un premier élément de réponse, 40 ans. Ça fait depuis 40 ans que la réforme foncière et la redistribution en tout cas a lieu. Je l'ai dit tout à l'heure, 500 000 hectares de terres coutumières, 300 000 hectares de terres privées, 40% hors domaine public, 40% de terres privées. Ces deux catégories-là, aujourd'hui de propriétaires de terres, doivent être sécurisées. Il faut mettre un terme à des revendications, surtout si elles sont, je vais dire, sauvages ou brutales. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles arrivent et elles empêchent une exploitation de continuer de tourner ou elles empêchent un projet de se faire. Il faut arrêter maintenant, parce qu'après 40 ans, je crois qu'on peut tous être d'accord pour dire que l'essentiel de la redistribution qui avait été actée au plan politique a été effectuée. Et si de nouvelles revendications doivent s'exprimer, ma foi, pourquoi pas, il y en aura, il faut qu'elles puissent être satisfaites en utilisant le domaine. Mais plus sur les terres privées et plus sur les terres coutumières non plus, parce que les terres coutumières sont les terres sur lesquelles il y a le plus de potentiel de développement, sur lesquelles il faut que nous construisions de nouveaux outils financiers, juridiques, et vers lesquels le développement agricole, on en a parlé tout à l'heure, mais industriel et économique, doit se tourner. Donc il faut, sécuriser définitivement, la charte l'exprime, il faut le dire, les revendications doivent être traitées sur le domaine et pas sur les autres terres, et maintenant se tourner vers non plus la redistribution sèche, mais la valorisation du foncier. Au premier temps, vous avez entendu les craintes, est-ce que vous pouvez le rassurer? Il restera quand même, enfin, c'est pour mettre au débat, quoi. Il restera quand même résiduel, parce qu'il faut quand même voir aussi que dans certaines tribus, la population augmente. La population augmente et ils commencent à se retrouver, serrés dans les terres, dans les terres coutumières, surtout là où il n'y a pas eu de distribution de terres, enfin distribution, mais d'acquisition de terres, qui appartenaient à des colons, puis qui ont ensuite attribuées par l'ANDRAF. Mais je veux dire que l'ANDRAF, elle est là pour faire aussi, puisque c'est une institution qu'on avait mis en place, un organisme qu'on avait mis en place à l'époque, avec l'office foncier, l'ANDRAF, etc. Depuis, comme disait M. Denoyer, depuis 40 ans qu'a commencé la réforme foncière avec le ministre Dijoux à l'époque, en 1978, je crois. Donc l'ANDRAF, demain, pour nous, nous avons prévu aussi qu'il y ait un organisme qui puisse gérer ces conflits-là. Donc, en cas de revendication, ce que nous prenons, nous, c'est que très rapidement, il y ait un contact pour éviter les occupations de terres et tout ça. Parce que c'est par le dialogue, c'est par la conservation qu'on peut ensuite trouver des solutions. Parce qu'on peut toujours trouver des solutions. Mais c'est sûr que souvent, je vois par exemple sur la région de Païta, c'est des grandes propriétés. Par exemple, à Païta, il y a une propriété de 4 000 hectares, l'autre propriété de 5 000 hectares. À côté, il y a toutes ces tribus-là, les jeunes sont en train de s'entasser les uns sur les autres, ils n'ont pas suffisamment d'espace pour pouvoir travailler. Donc, on peut comprendre qu'il y a cette velléité-là, comment poursuivre la revendication foncière. Il y a effectivement des clans aussi qui n'ont pas été satisfaits au niveau des revendications foncières. Donc ça, il faut mettre sur la table et puis en discuter tout simplement. Je vous vois réagir, M. Denoyer. Oui, j'entends ce que dit Rocco Mittan, il peut en exister, il pourra en exister toujours, mais j'entends aussi ce que dit Guy Monvoisin. Si on part du principe qu'il pourra toujours en exister, il faut bien sûr les traiter, mais il faut les traiter indépendamment de ce qui est déjà attribué. C'est ça. À la fois les terres privées sécurisées, les terres coutumières attribuées à qui elles sont attribuées sécurisées. Il reste 1 200 000 hectares du domaine public, pas valorisés pour la plupart. Donc on peut tout à fait satisfaire des demandes, parce que ce domaine public, il a lieu partout, en protégeant et en considérant qu'à partir de maintenant, ceux qui sont propriétaires
doivent pouvoir se tourner vers l'exploitation de leur foncier, ou continuer l'exploitation si c'est déjà fait le cas, la mise en valeur. Et à ce moment-là, s'il y a de nouvelles revendications, si elles sont légitimes ou jugées comme telles, la DRAF, à condition que l'État donne à la DRAF, qui est un établissement public d'État, plus de moyens pour le faire, la DRAF peut être un acteur qui, à ce moment-là, participera à la mise en valeur et répondra à ces nouvelles revendications, mais sur un domaine qui, aujourd'hui, n'est pas exploité, celui de la Nouvelle-Calédonie. Et là, tout le monde sera sécurisé. S'il y a des nouvelles attentes, on y répondra. Et ceux qui, aujourd'hui, sont propriétaires seront définitivement rassurés. Vous aviez une dernière question? Non, simplement, c'est une précision, c'est que dans ces revendications un peu tous azimuts dont on parlait, vous savez qu'en Brousse, on a des affinités particulières, avec, notamment avec les tribus, parce qu'on se connaît. Tout le monde se connaît. Donc on discute ensemble, on se croise dans le village, on se croise sur les petites routes. Et le problème qu'on a dans beaucoup de cas aujourd'hui, c'est que soit ce sont des revendications qui sont exprimées par un individu ou un groupe d'individus, et quand les gens vont discuter, parce qu'on aime le contact direct, donc on va à la tribu, on va voir quelqu'un, on dit qu'est-ce qui se passe, et souvent le gars il nous dit non mais lui, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a rien, il le fait de sa propre initiative, ou un groupe le fait de sa propre initiative. Alors c'est d'autant plus compliqué et d'autant plus inquiétant, parce que l'éleveur ou l'agriculteur, il dit mais à qui je m'adresse? À qui je m'adresse, puisque de toute façon, mais les faits sont là. Voilà, hein, donc c'est j'allais dire, il y a beaucoup d'endroits où la coutume, elle marche pas bien. Hein, on n'arrive pas à avoir des gens pour discuter. Ben, vous dites, mettre ce problème sur la table. On est d'accord tout à fait pour le mettre sur la table. Ça, on sait le faire chez nous. Hein. Bah oui. On n'a pas eu besoin d'écrire le destin commun. On l'a écrit, on l'a fait sur place. Le temps de parole est fini, les 15 minutes sont écoulées. Ce sera donc le mot de la fin. Nous avons à peu près un temps équilibré. Non, monsieur Dunoyer, vous avez 2 minutes de retard. Ça sera crédité dans votre prochaine, la prochaine émission. Un crédit, voilà. Bon, vous aurez 2 minutes en plus. Merci Guy, mon voisin. Merci Raphaël Goren-Diawé, Madame Françoise Caillard d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déplacé de loin pour vous, monsieur. Merci Rocco Mitan et Philippe Dunoyer d'avoir répondu aux questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci.